L'été était si beau. Ah non, celui-là, faut pas le montrer. Mais le temps est passé si vite, et il faut maintenant passer à autre chose. Mais je n'en ai pas envie. Comment suis-je censé faire ? Comment suis-je censé être de nouveau hypé alors que la meilleure saison ever vient tout juste de se terminer ? Non, c'est impossible. Je refuse de passer à autre chose. Enfin, les animés de l'automne sont là. Et que l'attente fut longue. Ah bah autant vous dire que je suis extrêmement hypé. Sachant que cette saison on aura une multitude d'isekai bien clichés, des petits animés avec des waifus à gros nibards, des gros bourrins qui bottent des culs. Et donc l'attente a assez tardé. Il est temps d'assouvir toute cette hype accumulée au cours des derniers mois. Tellement hypé que cette saison t'as acheté aucun manga. Mais qu'est-ce que tu me fais là ? On s'était mis d'accord, faut entretenir la hype pour plus de YouTube Money. Ouais, mais je veux plus que 10%. Tiens, c'est tout ce que t'auras. Bref, du coup, sans plus tarder, il est temps de découvrir ensemble les animés de l'automne 2025. Et on commence avec un shonen mi-esprit bourrin, mi-esprit festif. Ouais, sacré cocktail, ouais. Puisque cet automne, on aura dans un premier temps le droit à Sanda. Croyez-vous au Père Noël ? Si oui, quittez tout de suite cette vidéo, hein. Vous êtes sûrement trop jeune pour espérer une croissance saine en regardant un youtubeur tel que moi. Non, je vous demande ça parce que Sanda, ça va mettre en lumière la légende du Père Noël. Enfin, non. Le Père Noël. Ouais, parce que l'histoire de Sanda nous emmène dans un Japon qui a plutôt bien morflé avec le temps. Les saisons n'existent plus, il fait anormalement très froid quand il est censé faire très chaud, il se met même à neiger comme ça d'un coup. Ouais, en fait le Japon c'est devenu la Bretagne quoi. Et le plus bizarre dans tout ça, c'est que plus personne ne semble connaître la légende du Père Noël. Le 25 décembre, pour eux, c'est carrément devenu un jour normal. Ah, on me dit dans l'oreillette que Bayrou est déjà fan de ce manga. C'est du coup dans ce contexte qu'on va suivre Sanda, un jeune collégien de 14 ans, tout frêle, hypersensible, qui un jour est victime d'une tentative d'assassinat de la part de l'une de ses camarades de classe. Pourquoi ? Il en sait rien. Enfin, si, il se dit que cette fille, qui s'appelle Shiori Fuyomura, soit dit en passant, elle doit tout simplement être amoureuse de lui. D'où la tentative de meurtre. Ah bah pour lui, Xavier Dupont de Ligonnès était un homme très amoureux. L'amour terrasse de nombreuses choses. Surtout à Jarda, quand t'as de bonnes pelles. Oui, Sanda est un peu con. Mais malgré ses capacités intellectuelles très limitées, il se révèle en réalité être le descendant direct du Père Noël. Et ça, Shiori, elle le sait. C'est pourquoi elle a tenté de l'assassiner, afin de l'obliger à reprendre sa véritable forme. Et contre toute attente, elle réussit. Elle lui plante un couteau dans la poitrine, il s'effondre, et là, il se transforme en un vieux tout nu. Dans une école pour enfants. Ce qui me rappelle étrangement ma rentrée des classes. Ah, t'as eu un cas similaire dans ton école. Bah non, je suis youtubeur. J'étais ce gars-là. Sanda, désormais devenu le Père Noël, a alors une mission. Rendre heureux tous les enfants, et plus particulièrement celles et ceux qui auraient besoin de lui. Et c'est justement pour ça que Shiori l'a forcé à révéler sa véritable identité, parce qu'elle a besoin de lui pour retrouver sa meilleure amie. Une élève de leur classe qui serait déclarée morte, mais qui, en réalité, Shiori en est persuadée, a en fait été kidnappé. Et c'est donc à partir de ce moment que les deux camarades de classe vont former une équipe et découvrir des vérités extrêmement sombres sur l'école dans laquelle ils sont scolarisés. Bon, bah je pense que vous l'aurez compris, mais on est ici dans le giga shonen basique. Je veux dire, j'ai lu le premier tome pour celui-là, et en un tome, vous avez tous les clichés apparents qu'on peut retrouver dans ce genre d'histoire. Le héros qui peut se transformer à sa guise, le méchant qui devient gentil, les backstories qui se veulent larmoyantes, une pseudo-affinité qui laisse entrevoir une romance, un peu trop forcée à mon goût, soit dit en passant, et même une organisation qui a pour objectif de buter le Père Noël. Voilà. Mais vous voyez, même si c'est générique, enfin, du moins dans le premier tome, parce que j'ai pas lu la suite, en vrai, c'est fun. Genre vraiment, j'ai pas trouvé ça exceptionnel, mais
c'était tout de même assez divertissant. Les bastons sont giga stylés, les antagonistes sont plaisants à découvrir. Genre le directeur de l'école, là, par exemple, qui pour le coup a vraiment ce côté très malsain que l'œuvre veut lui attribuer, en parfait contraste avec l'esprit du Père Noël incarné par le héros. Et on a aussi cette petite vibe de The Promised Neverland, avec cette ambiance un peu glauque à base d'école qui, d'après ce que j'ai compris, posséderait une sorte de cave où il se passerait des choses pas très saines. Peut-être pour ça que j'ai pas trouvé l'œuvre totalement mauvaise malgré sa note. Parce qu'elle me parle beaucoup. Bon alors par contre, l'histoire du Père Noël là, c'est original 2 minutes, hein, pas plus. Bah ouais, parce que bon, quand tu vois un Père Noël giga baraqué, avec des pouvoirs destructeurs, qui doit alterner entre une vie de collégien et de pseudo-héros, bah à ce niveau-là, autant regarder les films de Noël de TF1, hein, tu ressentiras déjà plus la magie de Noël que dans le manga quoi. Ah bah faut dire que Kimberly, patronne d'une agence de publicité à Manhattan, qui retrouve Josh, son ami d'enfance dont elle a toujours été amoureuse dans le fin fond du Connecticut lors d'une visite chez ses parents pour les fêtes de fin d'année, ça c'est la vraie magie de Noël. D'ailleurs sachez que les films de Noël commencent avant certains animés de cette saison. Ouais. Enfin bref, j'ai quand même hâte de découvrir ça, de voir comment l'histoire va évoluer, parce que malgré tout, je sens quand même un petit potentiel, donc ouais, à voir. Bref, quoi qu'il en soit, l'animé sera disponible à partir du 3 octobre sur Prime Video. Autre animé prévu pour cet automne avec Yasei no Last of Us. X-Gate Online, c'est le MMORPG le plus prisé du moment. Oui, vous savez déjà comment ça va se passer. Tiens, d'ailleurs, permettez-moi 2 minutes. MMORPG sur lequel ce mec est le joueur le plus puissant qui existe. Bon alors, excusez-moi, hein, j'ai pas son nom. Dans le manga, c'est pas dit. Mais de toute façon, rien à foutre. Parce que dès la première page, on a compris qu'il allait se faire TP dans son MMORPG. Alors à quoi bon se faire chier à trouver un nom pour un personnage qu'on reverra plus? Ouais, parce que un jour, bien que très très puissant, le personnage de ce mec-là, qui elle pour le coup a un nom, Lufus Mafal, bah il se fait exploser par l'union des 7 héros lors d'un événement du jeu. Et après cette défaite, le joueur qui contrôlait Lufas, bah il se réincarne dans son corps et donc dans le MMORPG par la même occasion. Pourquoi? Comment? Je savais que vous me poseriez cette question. C'est pourquoi j'ai pris les devants. Bon alors, à partir de là, ça devient un sacré bordel. Ouais, parce que une fois réincarné, il apprend que quand son personnage est mort durant l'événement, pour lui, ça a juste affiché une pop-up disant vous avez clamsé, retentez votre chance plus tard. Mais pour le monde du jeu, bah ça a fait que Lufas est réellement morte et qu'il s'est passé 200 ans avant sa réincarnation. Et alors, accrochez-vous bien parce que en plus, Lufas, elle était la chef des légendaires 12 étoiles célestes. Donc elle avait de bons bestiaux bien démoniaques à ses ordres en gros. Ouais, sauf qu'à sa mort, bah ils en ont fait qu'à leur tête. Et du coup, pendant 200 ans, ils ont créé un véritable chaos dans le monde de X-Gate. Du coup, le mec qui s'est réincarné dans son personnage, non seulement il va devoir apprendre à vivre avec son nouveau corps, ce qui n'est pas forcément le pire dans cette histoire, mais en plus, désormais devenue la vraie Lufas, elle devra alors parcourir le monde dans le but de trouver des réponses, mais aussi et surtout arrêter les monstres que sa mort a déchaînés sur le monde. Et alors, à partir de là, je sais ce que vous vous dites. Un isekai qui prend place dans un MMORPG? Je préfère encore me percer les yeux que de regarder ça. Mais en vrai, je vous promets que c'est plutôt bon. Alors oui, je vous ai prouvé par le passé que j'étais très bon public, voire même trop bon public. Mais en guise de preuve, regardez un peu la note que ce site de sauvage qu'est MyAnimeList lui a attribuée. Ah. Et pour cause, l'histoire est vraiment bonne pour être honnête. Alors, c'est pas une pépite, hein, loin de là. Mais franchement, si vous avez aimé Overlord, alors vous aimerez cet animé. Parce que, comme Overlord, l'histoire fait preuve de très bonnes idées. Par exemple, ce que j'ai aimé dans ma lecture, c'est de voir que le personnage principal ne se résume pas à un mec lambda qui se réincarne dans son jeu. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. En fait, en prenant sa place, il hérite aussi de ses souvenirs, de sa conscience. Et donc, t'as tout ce côté chelou où il est pas juste un joueur OP parachuté dans un monde random, mais quelqu'un qui se transforme peu à peu en son propre personnage. Et ça, bah, ça amène des moments assez intéressants. Genre quand ses compagnons le revoient après 200 ans et le croyaient mort, là, tu sens une vraie émotion et c'est franchement plaisant. Tu sens que chaque personnage ont un vécu, ont une personnalité qui leur sont propres et qu'ils sont indépendants, qu'ils n'ont pas besoin du héros pour avoir de la valeur. Et même au niveau de l'univers, l'histoire prend le temps de répondre à des questions que d'habitude tous les isekai esquivent, comme par exemple pourquoi il y a un système de leveling, ou encore pourquoi certains monstres sont traités comme des pestiférés, et au final t'as vraiment ce côté aventure, ce côté découverte d'un monde qui est bourré de secrets et de rencontres hyper intéressantes. Enfin bref, si vous êtes en overdose d'isekai mais que vous cherchez un titre qui prend un peu plus soin de son lore et de ses personnages, alors testez-le, parce que je pense qu'il pourra vraiment vous plaire. Bref, l'animé est prévu pour le 27 septembre sur Crunchyroll. On passe maintenant à la peut-être meilleure romance prévue pour cet automne avec One Dance. Ce garçon que vous voyez là se nomme Kabo. Et non, je ne ferai pas de vanne sur son nom. Je ne suis pas un chien. Moi. Bon alors, Kabo, d'apparence, c'est le lycéen lambda au possible, hein. Il a des potes un peu cons, il aime jouer au basket, il parle anglais avec le même accent du Connecticut que moi. Sarah is waiting to board, her flight to Los Angeles. C'est quoi cet accent?
Mais au fond de lui, il cache un profond mal-être. Ouais, parce que faut savoir que Kabo, il bégaye énormément. Et du coup, il est pas franchement à l'aise socialement parlant. Il fait tout pour passer inaperçu. Après tout, il se dit que vu qu'il n'arrive pas à s'exprimer correctement, le plus simple pour lui, c'est de ne plus le faire du tout. Sauf que un jour, il tombe sur Wanda, une camarade de classe qui, seule dans son coin, était en train de danser. Bon alors, Kabo, il se dit « Waouh, elle est mignonne !» Forcément, on est dans une romance. Mais ce qui l'interpelle plus que sa beauté, c'est la manière dont Wanda arrivait à exprimer ses sentiments à travers la danse. Le fait de pouvoir exprimer des sentiments sans avoir à dire un quelconque mot, ça a tout de suite interpellé Kabo en fait. À tel point qu'il s'est mis en tête de se rapprocher d'elle et de rejoindre lui aussi le club de danse du lycée. Et à partir de ce moment-là, je sais ce que vous vous dites. Et c'est ce que je pensais aussi en me lançant dans la lecture du premier tome. Faut dire que bon, la danse de base, c'est pas le domaine dans lequel je suis un fin connaisseur, on va pas se mentir. Mais l'histoire de One Dance, elle est franchement plaisante à découvrir en fait. Parce que au-delà de suivre une simple romance entre deux lycéens qui vont se soutenir mutuellement dans leurs objectifs de vie, vous découvrez surtout un récit qui parle de sujets hyper impactants. Ça parle de passion, du moment où tu choisis de vivre pour ce que t'aimes, même si ça te met à l'écart, d'affronter le regard des autres, de combattre ses propres démons, d'oser s'affirmer tout simplement. Et là où ça fonctionne, c'est que, comme je vous l'ai dit plus tôt, des persos, j'en ai rien à carrer de la danse, genre vraiment. Pourtant, l'histoire parvient par je ne sais quel sortilège à te faire aimer un sujet dont on n'avait rien à foutre à la base. La manière dont la danse est enseignée, la façon dont les cases s'enchaînent comme si t'étais toi-même dans la Corée, au point de te donner carrément envie de mettre la musique au fond et de toi-même te mettre à danser au final. Sauf que c'est pas en lisant un manga que tu fais des progrès. Non, vraiment, si rien que le manga a réussi à me faire kiffer les chorégraphies, j'imagine pas en animé avec les musiques et tout. Après bon, je vous avoue que c'est le côté 3D qui me fait un peu peur en fait. Bon, et bien sûr, vous pourrez bien évidemment compter sur un casting absolument génial. Entre le couple principal qui offre toutes les interactions qu'on adore voir quand on parle de romance, entre l'entraide, la bienveillance, la tendresse, et les autres personnages qui sont... beaucoup. Non mais genre vraiment beaucoup. Honnêtement, si vous aimez les animés style Medalist ou Dancer, tu vas dire, avec un soupçon de My Dress Up Darling dans le côté relationnel des deux personnages principaux, alors je pense qu'il y a de grandes chances pour que vous kiffez cet animé. Bref, quoi qu'il en soit, rendez-vous le 8 octobre sur Anime-sama pour découvrir ça. Ah, c'est bon, on sait déjà que personne n'ira sur Disney+. Autant prendre les devants et bien vous diriger directement. Autre animé prévu pour cet automne avec un petit slice of life destiné à tous mes geeks asociaux, Let's Play. Sam Young est une puante. Non mais vraiment, c'est l'une des nôtres. Toute sa vie, elle l'a sacrifiée pour son amour des jeux vidéo. Quand elle était jeune, elle passait plus de temps à toucher une manette qu'à toucher de l'herbe. Durant son adolescence, elle s'est lancée dans un MMO qui l'a privée de toute sociabilité. Et une fois adulte, elle a décidé d'étudier la programmation pour créer son propre jeu, quitte à s'enfermer chez elle pour y parvenir et ne plus avoir aucun ami. Bon, alors à cause de ça, elle a développé une forte anxiété sociale. Mais ça valait le coup, parce que elle a finalement réussi à créer son propre jeu. Et autant dire que c'est une franche réussite, puisqu'il a obtenu la note de 8 sur un site qui ressemble étrangement à Steam. Et le problème dans tout ça, c'est lui, Marshall Law, un YouTuber très célèbre de plus de 2 millions d'abonnés qui teste des jeux vidéo. Et le problème, c'est que, un jour, il a décidé de tester le jeu de Sam, sauf qu'il l'a trouvé beaucoup trop dur. Pour lui, les monstres étaient trop forts, c'était trop frustrant. Oh, pauvre petit chou. Et sinon, t'as déjà testé ces jeux-là? Et forcément, ses abonnés ont bu ses paroles et les notes ont dégringolé en plus de choper des commentaires qui rappelleraient une douce odeur de X. C'est vrai que ça fait penser à Twitter, ce genre de virulence. Ah non, moi je parlais du film Le Chant des Tétons Perdus. On nous avait promis un banger et au final le film s'est fait défoncer. Un peu comme son actrice. Mais ce qu'il sait pas, c'est que ça a ruiné la vie de Sam. Sa page créatrice a été détruite par les critiques. Sa confiance en elle en a pris un coup et son moral a été complètement anéanti. Et en plus, pour couronner le tout, Marshall Law se retrouve comme par hasard à emménager dans l'appartement à côté de chez elle. Du coup, ça va être une histoire typique de Enemies to Lovers. Et en vrai, en étant complètement honnête avec vous, dans les premiers chapitres, il y a de bonnes idées. Je veux dire, derrière la romance Enemy to Lovers toute classique, là, au final, l'œuvre met quand même en lumière un vrai problème. La puissance du monde de l'influence. Parce que au final, Marshall Law, c'est pas un méchant, hein. Il a pas voulu ruiner la vie de Sam. Il a juste balancé une critique comme on en fait tous les jours sur YouTube. Mais voilà, quand t'as 2 millions de personnes derrière toi, tes mots pèsent une tonne, hein. Et c'est là que l'animé est assez juste parce qu'il montre comment une critique banale pour un gros streamer peut se transformer en cataclysme pour une petite créatrice. Et ça, c'est une réalité d'internet, on va pas se mentir. Une mauvaise review, un mot de travers, et t'as toute une communauté qui débarque avec ses fourches pour transformer ça en harcèlement, hein. Je vous ferai bien une démonstration en parlant de One Piece, mais j'ai pas assez de thunes pour me payer une carte rapprochée. Outre ça, c'est pas franchement mon style d'histoire, hein, je vais pas vous mentir. Dans les débuts, c'est sympa, c'est marrant, vous avez même des refs à d'autres jeux qui sont cool. Mais en vrai, en
10 chapitres, j'ai eu l'impression de regarder un gameplay d'Amour Sucré, limite. Pour tout vous dire, je m'attendais vraiment à une histoire qui parlerait de programmation, de conception de jeux vidéo, d'influence. Alors, il y en a, hein, mais vraiment très peu, quoi. En fait, on est plus sur une romance slice of life qu'autre chose, j'ai l'impression. Après, je le répète, j'ai lu que 10 chapitres, donc c'est possible, hein, que au-delà de ça, l'histoire se recentre sur son sujet de base. Enfin bref, personnellement, je ne pense pas que je regarderai l'animé, mais en tout cas, si vous êtes intéressé, alors rendez-vous le 1er octobre sur Crunchyroll pour découvrir ça. On passe maintenant à un petit animé original qui sent plutôt bon, Towa no Yogore. L'animé nous emmène dans un futur où l'intelligence artificielle est devenue primordiale. Genre vraiment, tout est façonné par les IA. Bah, un peu comme sur TikTok en vrai. Je vais aller me LeBron James. Et puis au dodo. Merci et à la prochaine les BJ. C'est dans ce futur que se réveille Akira Himegami, un jeune garçon qui s'est fait cryogéniser. Bon alors, vous imaginez bien qu'à son réveil, il retrouve pas sa petite vie toute tranquille, hein, forcément. Non, lui, ce qu'il trouve à la place, c'est un monde complètement ravagé, des villes en ruine et une société sous l'emprise d'une organisation extrêmement puissante nommée Howell. Bon, alors, dans les synopsis sur lesquels je m'appuie pour faire cette présentation, c'est pas vraiment expliqué à quel point c'est le chaos. Tout ce qui est dit, c'est que apparemment, le mariage tel qu'on le connaît a disparu. Et il a été remplacé par l'Elsie. Qu'est-ce que l'Elsie, me demanderez-vous ? J'imagine qu'il faudra regarder l'animé pour le savoir. Hein. Et alors, Togawa, forcément, il est complètement choqué de voir ce monde dévasté. Mais c'est rien du tout face à la surprise qui l'attend en rencontrant Yugure, une androïde à l'apparence identique à celle de Towasa, une fille qu'il aimait éperdument avant de finir au congélateur. Et alors, c'est là que c'est surprenant parce que Yugure, sans même chercher à connaître Akira, elle lui demande de l'épouser. Et à ce moment-là, Akira accepte, espérant qu'elle pourra le mener sur les traces de Yugure. Alors, vu qu'on est sur un projet original du studio PA Works, je ne peux que spéculer ici, hein, vous m'excuserez. Mais quand je vois les bandes annonces, et malgré un synopsis quelque peu complexe, on va pas se mentir, je dois vous avouer que ça me donne très envie. Que ce soit la bande sonore à laquelle j'ai déjà tout de suite accroché, la beauté de certains plans qui me donnent très envie de découvrir ce futur en question, l'aventure qui nous attend parce que j'ai vraiment l'impression que l'histoire va beaucoup nous faire bouger, et surtout, les émotions que l'animé nous réserve. PA Works a prouvé par le passé qu'il savait transmettre des émotions, qu'il savait instaurer des ambiances soignées. Donc ouais, d'un certain côté, ça me donne très envie. Mais d'un autre côté, je peux pas m'empêcher de garder un certain recul. Je veux dire, même si PA Works nous a souvent offert des histoires vraiment touchantes, il y a quand même des trucs qui font que, bon, je veux dire, il y a beaucoup d'animés de PA Works que j'ai commencé, qui m'ont captivé dès le début, mais qui peu à peu, leur narration ont fini par perdre en intensité, même se disperser en fait, ce qui m'a très souvent laissé une impression de pétard mouillé au final. Mais bon, je le répète, hein, ce n'est que mon ressenti vis-à-vis de PA Works. Hein. Enfin bref, j'ai hâte de découvrir cet animé parce que malgré tout, l'animé a l'air bourré de bagarres, ça a l'air d'être étrangement très violent aussi, hein, disons-le. Ça a l'air d'être beau, touchant, impactant, dystopique. Donc ouais, j'ai hâte, mais avec des pincettes. Bref, quoi qu'il en soit, l'animé est prévu pour le 25 septembre, donc déjà sorti au moment où je fais cette vidéo. Et donc vous pouvez y aller, allez-y. Alors, mes fans de Bourpif vont être ravis cette saison parce qu'on aura également le droit à Saigo ni hitotsu dake onegai shite mo yoroshii desho ka. Elle, c'est Lady Scarlett L. Vendimion, l'héritière d'une puissante famille de ducs. Et lui, c'est le très séduisant prince Kyle, son fiancé. Sauf que, un jour, Kyle, il décide de rompre en public avec Scarlett, se présentant avec une nouvelle femme à son bras et l'humiliant devant tout le monde. Et en plus de ça, Kyle, il décide de mentir en l'accusant de crimes qu'elle n'a pas commis. Et là, on a un sentiment de déjà-vu, hein. Je veux dire, l'histoire de la promise humiliée devant tout le monde, c'est du déjà-vu. Sauf que Saigo ni hitotsu dake onegai shite mo yoroshii desho ka, qui est un titre beaucoup trop long que j'aurais dû prononcer en anglais, il brise les codes de ce genre d'animé. Lui, il en a rien à foutre. Et c'est là que ça devient fun en vrai. Parce que au lieu de se laisser faire, au lieu de sombrer dans la dépression ou je ne sais quoi, Scarlett, elle pète les plombs. Mais genre littéralement. Et toutes les personnes autour d'elle qui l'accusaient, qui se moquaient d'elle, finissent par se faire massacrer. Et ça, ce n'est que le tout début de sa vengeance. Et franchement, si vous aimez la castagne, c'est franchement cool. Ouais, parce que vraiment, à partir de là, vous suivez une héroïne qui n'a qu'une seule ambition, péter des gueules. Le prince fait un caprice, paf, salade de phalange. Un méchant débarque, boum, crochet du droit qui part. Franchement, je vais pas vous mentir, l'intrigue de base ne sert juste qu'à offrir une excuse valable à son héroïne de se marave avec d'autres gars, hein. Et en plus d'être vraiment drôle, je dois vous avouer que c'est kiffant. Parce que mine de rien, elle est plutôt badass, la Scarlett, là. Personnellement, quand elle fait son regard de gros bourrin, ça me rend toute chose. J'aime les brutes. Bon, alors, il y a aussi un peu de romance dans tout ça, mais pour tout vous dire, même le love interest, il n'est pas à l'abri de se prendre un KO, donc bon, non, je vous dis vraiment, toute l'intrigue qui se passe dans cet animé, c'est juste une excuse pour offrir de la castagne. Rien d'autre. Et vraiment, c'est clairement le genre d'œuvre qui est carry par son personnage principal, hein. Mais au-delà de ça, personnellement, j'ai trouvé que ça se lisait plutôt bien. C'était une bonne parodie du genre, donc ouais, si vous aimez la chicore, faites-vous plaisir. Quoi qu'il en soit, l'animé
est prévu pour le 3 octobre sur Crunchyroll. Autre animé qui m'intéresse beaucoup pour tout vous dire, Watashi o tabetai hito denashi. Hinako Yaotose, c'est une jeune lycéenne qui est vraiment pas bien dans sa peau. Genre, elle sourit jamais, elle se laisse vivre, mais elle a quelques pensées qui laissent croire qu'elle aurait envie d'en finir, quoi. Ouais, c'est gay, ouais. En même temps, on est dans un yuri, j'ai envie de vous dire. Et alors, un jour, qui paraissait tout à fait normal, elle voit un truc chelou au fond de l'océan. Et ce truc chelou, c'est une fille. Une dénommée Shiori qui prétend être une sirène et qui avoue à Hinako que si elle est là, c'est pour la protéger. Ouais, parce que à Skip, il y a plusieurs monstres sur l'île qui en voudraient à Hinako. Alors, première nouvelle pour elle, hein. Mais en vrai, la raison, elle est plutôt simple. C'est parce que Hinako, elle est extrêmement bonne. Non mais vous comprenez pas, elle est littéralement bonne. Ta gueule, t'as grave ton cas. Ouais, non, et je sais que je suis youtubeur, mais non. Shiori explique clairement à Hinako qu'elle a un corps d'une délicieuse rareté. Genre vraiment, tous les monstres qui l'entourent ont envie de lâcher un croc en elle, tellement elle a l'air savoureuse. Et donc Shiori, elle lui propose de devenir sa protectrice. Mais tout ça, ça cache bien évidemment un intérêt, hein, vous imaginez bien. Ouais, parce que si elle veut tant devenir sa protectrice, c'est pour s'assurer qu'elle parvienne à maturité dans les meilleures conditions, et ainsi être la seule personne à pouvoir la dévorer. Alors, oui, sur le papier, c'est une histoire assez simple. Hein, deux filles que tout oppose, dont l'une rêve de dévorer l'autre, tandis que l'autre finit par attendre ce moment comme une délivrance à sa vie monotone. Dit comme ça sonne glauque, mais en réalité, c'est tout l'inverse. C'est une histoire douce, mystérieuse, enveloppée dans une ambiance qui rappelle pas mal celle de Call of the Night. Vous savez, ce mélange de mélancolie et de légèreté. Et en vrai, c'est ça qui rend le truc vraiment bien. Parce que derrière le fantastique un peu sombre, ça parle surtout de solitude, d'envie de disparaître et du réconfort étrange qu'on peut trouver même dans ce qui nous effraie. Et puis au-delà du scénario, il y a la mise en scène. Et franchement, et quand je vois les bandes annonces, avec ces musiques tellement douces, ces couleurs qui oscillent entre éclats lumineux et pénombre étouffante, ces plans qui ressemblent parfois à des tableaux, je me dis que ça va être un animé qui marque par ce qu'il transmet plus que par ce qu'il ne raconte. Je sais pas si c'est bien français cette phrase là. En fait, c'est le genre d'œuvre où tu sens à l'avance que tu vas être happé par une ambiance, où tu vas parfois avoir la gorge serrée sans même savoir exactement pourquoi. Et personnellement, vous commencez à me connaître avec ce genre de vidéo, c'est exactement ce que je cherche dans ce genre d'animé. Donc ouais, let's go. Enfin bref, l'animé est prévu pour le 2 octobre sur Crunchyroll. Autre très grosse annonce avec Tatsuki Fujimoto Anthology. Alors, ici, pas de présentation parce que comme vous l'aurez compris, on parle de 8 épisodes adaptant 8 one-shots de Tatsuki Fujimoto. Un tout petit mangaka qui a fait des œuvres pas trop connues comme ça ou encore ça. Du coup, ce sera l'occasion de découvrir un peu plus son travail et de lui donner un peu de force, quoi. Bah ouais, parce que ces 8 épisodes adapteront donc les différents one-shots que l'auteur a dessinés entre ses 17 et 26 ans. Du coup, on aura dans l'ordre l'épisode 1 qui s'appellera A Couple Clucking Chickens Were Still Kicking in the Schoolyard, une histoire à base de guerre d'extraterrestres et de lycéens qui s'occupent de poules qui cacheraient un secret. L'épisode 2 qui s'appellera Sasaki Stop the Bullet, adapté par le studio Lapin Track, et qui racontera l'histoire d'un lycéen qui est complètement fou de sa prof, au point de se mettre en danger pour la protéger quand un homme armé fera irruption dans sa classe pour la tuer. L'épisode 3 qui s'appellera Love is Blind, adapté par le studio Lapin Trax encore, et où on suivra un lycéen qui, la veille de la remise des diplômes, décide de se confesser à la fille dont il est amoureux depuis longtemps maintenant, sauf que, vous vous en doutez bien, il va se passer tout un tas de choses qui vont perturber sa demande. L'épisode 4 qui s'appelle Shikaku, adapté par le studio Graph 77, et qui racontera l'histoire d'une tueuse à gages extrêmement douée qui rencontre un vampire immortel lui demandant de mettre fin à ses jours. L'épisode 5, Mermaid Rhapsody, adapté par le studio 100 Studio, et où on va suivre Toshihide, un garçon qui a trouvé un piano abandonné au fond de la mer, et qui, un jour, alors qu'il s'y rendait pour y jouer, croise Shiju, une jeune sirène qui a pris l'habitude de l'écouter jouer. L'épisode 6, Woke Up as a Girl Syndrome, adapté par le studio Kafka, et qui, le titre, résume à peu près toute l'histoire, puisqu'on va suivre un garçon qui, un jour, découvre qu'il est devenu une fille. L'épisode 7, qui s'appellera Nayuta of the Prophecy, adapté par le studio 100 Studio, encore une fois, et où on suivra la petite sœur de Kenji, qui est considéré comme l'enfant du démon, qui apparemment serait la cause de la destruction du monde. Et enfin, l'épisode 8, qui s'appellera Sisters, et qui sera adapté par le studio PA Works. Et dans celui-là, on suivra Mitsuko, une jeune étudiante en école d'art qui découvre un matin qu'un tableau la représentant complètement nue est exposé à l'entrée. Elle découvre aussi que le tableau a été peint par sa sœur et qu'il va devoir rester affiché pendant toute l'année. C'est à ce moment que Mitsuko n'a qu'une seule envie, se venger. Bon, alors pour cela, j'ai pas lu les one-shots en question parce que j'avais vraiment envie de me laisser la surprise de la découverte hebdomadaire. Et ouais, écoutez, je pense que ça va vraiment être kiffant de découvrir tous ces bangers au final, semaine après semaine. Non, parce que là, on parle vraiment d'un auteur top tier, on va pas se mentir. Et voir une telle diversité dans les histoires racontées, voir toutes ces bandes annonces qui respirent la qualité, non, vraiment, ça donne trop envie. Alors, je sais pas si tout sera dispo d'un coup, j'espère pas, ou si ce sera un épisode par semaine, j'espère vraiment, ça n'a pas été précisé, donc bon, on verra bien.
Enfin bref, rendez-vous donc à partir du 8 novembre sur Prime Video pour découvrir tout ça. Autre animé pour lequel j'ai du mal à faire la promotion, mais bon, moi je suis professionnel, contrairement à la plateforme qui l'adapte. Disney Twisted Wonderland, Episode of Heartslabule. Yuken Enma, c'est un étudiant japonais qui, un jour, se retrouve percuté par Kalesh-kun, ancêtre de Truck-kun. Tout aussi implacable, sauf que lui c'est un 2 chevaux. Du coup, il se retrouve téléporté dans un nouveau monde. Et ce monde en question se nomme le Twisted Wonderland, monde où se trouve une prestigieuse université de magie nommée Night Raven. Bon alors, cette école, bien évidemment, elle cache énormément de secrets, de défis en tout genre et de dangers non négligeables. Du coup, c'est à ce moment que Enma se retrouve mêlé dans un conflit dont il est très loin de pouvoir imaginer les conséquences. Bon alors, malgré une bande-annonce qui donne plutôt envie, je vais pas vous mentir, je ne me laisserai pas berner. Et ce pour 3 simples raisons. Adaptation de jeux vidéo, isekai et création originale de Disney+. Le trio de l'apocalypse. Non vraiment, je vous avoue que quand j'ai vu le titre, j'étais hypé. Bah ouais, parce que voir Disney Twisted Wonderland, je me suis dit, oh la dinguerie! On va se retrouver avec un animé Dark Kingdom Heart avec le héros qui va rencontrer les différents personnages de Disney ou c'est comment là? Et en fait, c'est juste un isekai lambda. Alors loin de moi l'idée de dénigrer le truc avant de l'avoir vu, mais j'ai trop mis d'espoir dans les isekai qui paraissaient vraiment cool. Et j'ai toujours été déçu. Donc bon, j'attendrai quand même de voir les 3 premiers épisodes pour me faire un vrai avis. Pour le moment, je vous avoue que ça me tente pas vraiment plus que ça, genre vraiment zéro intérêt de mon côté, mais on testera quand même par acquis de conscience quoi. Enfin bref, en tout cas si vous êtes intéressé, alors rendez-vous le 29 octobre sur Disney+. Et vu que c'est une création originale de Disney+, il y a moyen que ça parte à la chasse aux sorcières, si vous voyez ce que je veux dire. Donc peut-être qu'il faudra vraiment un abonnement pour le regarder celui-là. Raison de plus pour pas avoir envie de le regarder. Autre isekai prévu pour cet automne, faut bien faire du pognon, avec My Status as an Assassin obviously exceeds the heroes. On suit Akira Oda, jeune lycéen qui s'est fait téléporter dans un autre monde avec l'entièreté de sa classe par un roi qui avait besoin de héros. Sur place, il découvre alors que tous ses camarades ont obtenu des pouvoirs ultra puissants, mais pas lui. Lui, il est devenu un simple assassin complètement nul, dont tout le monde se fiche. Et en plus de ça, il se fait victimiser par tout le monde, et se voit même obligé de fuir. Et lors de sa fuite, tenez-vous bien, il rencontre Amelia, une elfe qui scelle une alliance avec lui, et qui lui permet de découvrir par la même occasion que ses pouvoirs sont en fait très loin d'être nazes. Au contraire, il est le mec le plus puissant de tout le royaume. Waouh, mais comment peut-on faire preuve d'autant d'imagination? Comment est-il possible d'écrire une histoire encore jamais vue ailleurs? Non, en vrai, pour tout vous dire, j'allais défoncer l'animé, vraiment. J'allais dire qu'il n'avait aucune originalité, que ça me cassait les couilles d'avoir toujours la même chose. Mais, je dois avouer qu'en voyant les bandes annonces, ça a l'air stylé de ouf en vrai. Je veux dire, non, c'est sûrement pas l'histoire qui va nous faire kiffer l'œuvre. Après, je peux me tromper, j'ai pas lu le manga pour celui-là. Par contre, quand on voit son animation, quand on voit des plans ultra détaillés comme celui-là, quand on entend les musiques, qu'on voit les combats, les personnages, non, franchement, ça me laisse ultra curieux, je vais pas vous mentir. En réalité, je pense qu'on va être typiquement dans le même genre d'animé que Wisteria en fait. Vous savez, ce genre d'animé avec une histoire pas si exceptionnelle que ça, bourré de clichés et d'incohérences, mais tellement appréciable à regarder de par sa direction artistique, de par le divertissement qu'il nous offrira à travers ses combats ou l'aura de son héros, qu'on va kiffer ce qu'on regarde au final. Après bon, c'est animé par Sunrise, donc logique, j'ai envie de dire. Et voilà en fait, pas besoin d'argumenter plus que ça. Ça reste un isekai en fin de compte. Enfin bref, si vous aussi vous êtes intéressé, alors rendez-vous le 6 octobre sur Crunchyroll pour découvrir ça. A noter que l'animé aura le droit à une VF aussi. Et je sais que ça en réjouit beaucoup d'entre vous, donc faites-vous plaisir. On passe à un animé qui annonce vraiment du bon, Gnosia. Yuri, c'est une fille qui possède une vie extrêmement chaotique. Ouais, parce que, bon, non seulement elle est bloquée à bord d'un vaisseau qui dérive dans l'espace, mais en plus, elle doit faire face à un ennemi redoutable, les Gnosia. Les Gnosia, c'est des créatures capables de se fondre parmi les humains. Et bien évidemment, ces Gnosia, là, ils ont infiltré l'équipage de Yuri. Ce qui fait qu'elle ne sait plus vraiment qui fait réellement partie de son équipage au final. Est-ce qu'elle parle à un imposteur? Est-ce que c'est véritablement l'un de ses compagnons qui se trouve en face d'elle? Aucun moyen de le savoir. Enfin, si. Il y en a un, qui est cheaté d'ailleurs, disons-le. Ouais, parce que Yuri, elle a une petite particularité. Elle est bloquée dans une boucle temporelle. Du coup, elle doit absolument trouver qui sont les coupables. Sinon, c'est tous les membres de son équipage qui se feront dévorer. Oui, c'est clairement un Among Us version animée avec un cheat code. Et en vrai, j'aime bien l'idée. Genre vraiment, trouver un coupable en n'ayant aucune issue dans une station spatiale isolée, sans possibilité de fuir, ça me rappelle un peu Kanata no Astra pour tout vous dire. Et si vous êtes des anciens, vous savez que j'ai adoré l'animé à l'époque. Et puis, soyons honnêtes, les animés spatiaux, ça se fait tellement rare que pour moi qui kiffe ce genre d'ambiance, c'est une véritable aubaine. Mon film préféré, c'est Interstellar en VF.
Et en vrai, les bandes annonces, franchement, elles font grave envie. C'est beau, les musiques sont planantes, et on sent déjà cette sensation étouffante entre les membres de l'équipage. Donc, si l'animé joue vraiment à fond la carte de l'enquête, avec des retournements de situation, des révélations bien sales et un vrai jeu psychologique, ça peut être incroyable. Après, voilà. Oui, parce qu'il y a toujours des après, voilà. Le fait est que, bon, je suis moyen confiant là sur la boucle temporelle, pour tout vous dire. En fait, j'ai peur que ce soit de trop. Parce que bon, un personnage qui retient tout à chaque itération, je le redis pour la 18e fois, mais c'est très vite cheaté en fait. Ça peut soit donner des twists de fou, soit transformer l'histoire en gros bouton reset où chaque mort de personnage n'a pas vraiment de lourdes conséquences au final. Et ça serait dommage de perdre cette tension à cause de ça. Dixit le fan de Re:Zero qui adore l'animé justement pour la tension que procure le pouvoir de Subaru. À zéro cohérence le type. Enfin bref, écoutez, j'ai tout de même très hâte de découvrir ça. Du coup, si vous aussi, alors rendez-vous le 11 octobre 2025 pour découvrir ça. On passe maintenant à une petite romance toute mignonne là, avec My Awkward Senpai. Kamegawa, c'est un mec qui vient tout juste d'être embauché dans sa nouvelle entreprise. Bon alors, Kamegawa, c'est vraiment le genre de personne hyper abordable, pas mal geek sur les bords et particulièrement mignon. C'est une fiction. Je peux vous dire que le moi lycéen était certes considéré comme un geek, mais jamais comme mignon. Sauf que son mentor n'est ni plus ni moins que Kannawa, une employée de bureau de 27 ans qui est considérée par ses collègues comme étant extrêmement stricte. Mais genre vraiment, elle parle aux gens comme des chiens, elle sourit jamais, elle dit pas bonjour, bref, c'est une supérieure quoi. Mon patron est pareil. Sauf qu'en réalité, cette façon de s'exprimer est en fait une carapace à son anxiété sociale. En fait, Kannawa est une fille extrêmement douce et très gentille, et aussi éperdument amoureuse de Kamegawa. En fait, c'est une romance toute mignonne, avec un peu d'humour, ultra bienveillante et toute douce. Mais c'est rien de plus au final, Je veux dire, c'est très basique comme histoire, Vous suivez un couple de personnages qui est au cœur de toutes les péripéties qui se produisent. Pour tout vous dire, on est dans un récit extrêmement épisodique. À tel point qu'un chapitre, c'est environ entre 4 et 6 pages du manga, donc ouais. C'est pas une histoire qui va nous offrir des retournements de situation et des plot twists en tout genre, non. En fait, c'est un truc mignon à regarder avec un chocolat chaud, un jour de pluie, en solo sous sa couette, parce qu'on est seul, complètement livré à soi-même, dans sa petite vie de merde où y a rien à foutre parce que tous les gens vous ont abandonné et que vous avez un boulot minable. Désolé. Bref, du coup, si vous avez un manque à combler ou si vous avez envie d'un peu de douceur, alors rendez-vous le 2 octobre pour découvrir ça. Autre animé déjà vu pour cet automne avec The Banished Court Magician. Bon, je prends même pas la peine de le prononcer correctement celui-là. Alec Y, c'est un magicien qui sert la cour royale. Ouais, lui il est spécialisé dans la magie de soutien. Et du coup, lui et ses coéquipiers vont souvent conquérir de nombreux donjons ensemble. Sauf que, on est dans un animé qui a copié toutes les histoires similaires qui se sont faites avant ça. Du coup, un jour, comme ça, sans raison, t'as ses potes qui lui disent « Ouais, non, en fait, tu sers à rien. T'es un vieux support de con, tu pues du cul. » Alors, hot take, mais le racisme anti-support, c'est peut-être le pire de tous. Du coup, Alec Y, il devient Alec Y regrette. Parce que suite à ça, il se fait bannir du royaume, il se retrouve seul, mais en fait non, parce qu'il retrouve une ancienne camarade de l'académie de magie dans laquelle il a étudié, et ils partent ensemble à l'aventure, et la suite on la connaît. Il va devenir balèze, écrire sa légende, et sûrement retrouver ses compagnons en leur faisant comprendre qu'ils ont eu tort de le lourder. Mais j'en ai marre, putain. Et voilà, que voulez-vous que je vous dise de plus en vrai? C'est du déjà vu x10. Je peux vous proposer une poignée d'animés avec le même scénario. Alors ok, ça a l'air beau, ça a l'air dynamique, et le plus gros point positif de l'œuvre, c'est sûrement le fait que ce ne soit pas un isekai. Ah vu le scénario, ça aurait pu. Mais on le sait maintenant, la direction artistique ne fait pas tout dans un animé. Et honnêtement, j'ai déjà l'impression de savoir d'avance tout ce qui va se passer. Alors après, même si ça me fait mal, je veux bien lui accorder le bénéfice du doute. Je veux dire, je peux me tromper, et j'espère me tromper vraiment. Ouais, parce que j'ai pas lu le manga non plus pour celui-là. Oh, giga flemme. Vu comment les combats ont l'air soignés, vu comment les arrière-plans sont travaillés, peut-être qu'on aura véritablement une vraie bonne fantaisie, avec de l'aventure, des bons personnages, et surtout une histoire qui tient la route. Je suis vraiment pas sûr de ce que j'avance, croise les doigts, parce que j'avoue que la bande-annonce m'a eu personnellement. J'ai envie d'y croire. Et je finirai comme toujours très certainement déçu, j'en suis conscient. Bref, si vous avez un intérêt concernant cet animé, alors rendez-vous le 4 octobre pour découvrir ça. Encore une autre romance toute mignonne là avec Yano-kun's Ordinary Days. Elle, c'est Kyoko Yoshida, une fille tellement gentille et bienveillante que dès le premier jour de la rentrée, elle a été élue à l'unanimité présidente de sa classe. Et lui, c'est Tsuyoshi Yano, un mec qui a toujours la gueule éclatée. Pourquoi ? On sait pas. Chaque jour, il revient avec une nouvelle blessure, sans même expliquer pourquoi. Du coup, forcément, Yoshida, elle s'inquiète pour lui. Elle se demande s'il se fait pas juste péter la gueule par des voyous, quoi. Et du coup, elle décide de le suivre pour s'en assurer. Sauf que finalement, rien de tout ça. En fait, elle se rend compte que Yano est juste
extrêmement maladroit. Il finit toujours par se faire mal, quoi qu'il fasse. Et ça, Yoshida, ça l'inquiète. Elle veut vraiment l'aider. Du coup, elle lui propose de devenir son infirmière attitrée, finissant même par tomber peu à peu très amoureuse de lui. Non, parce que qu'est-ce qui est plus séduisant qu'un mec avec la gueule pétée au final? Je vous le demande. C'est la jalousie qui parle. Vous aimez les romances sans prise de tête? Vous aimez les histoires toutes mignonnes et très rafraîchissantes? Alors vous aimerez sans aucun doute Yano-kun's Ordinary Days. Ouais, parce que là, c'est que du love en fait. Il y a zéro drame dans cet animé. C'est juste une histoire toute mielleuse, ultra romantique. Genre, vous suivez deux personnages qui se rapprochent vraiment, vous suivez une véritable relation évoluée, mais tout ça sans sujet profond. C'est juste un mec ultra poisseux, qui se blesse tout le temps, qui va se faire soigner par une fille de sa classe qui semble très attirée par lui, et voilà, rien de plus en fait. Vous répétez ça à chaque épisode, avec différentes péripéties visant à les faire se rapprocher l'un de l'autre, et vous avez une idée de ce que sera l'animé. Bref, c'est le genre d'animé chill, sucré au sucre, hein, tout ce que vous voudrez, qui fait du bien entre deux grosses bastons de shonen, me direz-vous, mais ouais, non, perso, je pense vraiment pas. Regardez l'animé, j'espère quand même qu'il trouvera son public, parce qu'en soi, ça a l'air mignon, et donc ça pourra plaire aux mordus de romance. Enfin bref, quoi qu'il en soit, si vous êtes intéressé par cet animé, alors rendez-vous le 30 septembre pour découvrir ça. Autre animé prévu pour cet automne, Cat's Eyes. Bon, techniquement, vous avez déjà entendu parler de Cat's Eyes. Pas besoin d'être un fossile pour connaître cet animé. Rassurez-moi, vous connaissez, hein. Me dites pas que je commence moi aussi à faire partie des fossiles. Mais bon, au cas où, pour les deux du fond qui suivent pas, Cat's Eyes, ça raconte l'histoire de 3 filles qui ont perdu leur père. Alors, non, elles l'ont pas perdu au sens mort. Elles l'ont perdu, quoi. Et elles savent pas où il est. Typique des darons, j'ai envie de vous dire. Un jour, ils te disent qu'ils vont chercher du lait, et 25 ans plus tard, tu manges toujours tes céréales nature. Du coup, le soir, elles se transforment en 3 voleuses hors pair qui ont un seul but, voler toutes les œuvres d'art qui ont appartenu à leur daron, le célèbre peintre allemand Michael Heinz. Ouais, parce que les 3 sœurs, elles se sont mises en tête que si elles parvenaient à regrouper l'entièreté des œuvres de leur père, elles finiraient par comprendre où il se trouve. Sauf que bon, vous vous en doutez, ça va pas être si simple, hein. Et en vrai, c'est ce qui fait le charme de Cat's Eyes pour tout vous dire. Parce que derrière ces airs de série de cambriolage à la cool, on est face à un vrai classique de l'animation japonaise, un animé ultra stylé, avec une ambiance 80s absolument savoureuse, et des personnages féminins charismatiques au possible. Personnellement, et c'est vraiment pas pour faire le puriste, mais j'ai toujours adoré cette série, parce que tout fait que ça fonctionne en fait. Rien que le trio, il fonctionne à merveille. Entre la sœur stratège, la casse-cou et la plus douce, tout ça mélangé à de l'action, de l'humour, de la tension romantique. Oui, il y a de la romance aussi dans Cat's Eyes. Bah ça rend l'ensemble super accrocheur. C'est fluide, c'est fun, toujours bien rythmé. Et franchement, malgré les années, bah ça a hyper bien vieilli, on va pas se mentir. Et à tel point que vous pouvez même retrouver une adaptation live faite par TF1 qui, en vrai, est franchement cool. Non, je déconne, si vous la voyez passer à la télé, par pitié. Fuyez, pauvre fou. Bref, du coup, l'animé sera disponible le 25 septembre sur Disney+. Mais vas-y, cette fois on pardonne parce que l'opening est chanté par Ado. Moi j'aime bien Ado. Autre animé prévu pour ce printemps qui risque de nous donner la dalle, hein, soit dit en passant, avec Pass the Monster Meat Milady. Melfiera Malcariad... Bah bordel de merde, c'est quoi ce nom? Bon, elle, c'est une noble. Et comme toute femme noble, elle est censée avoir des goûts raffinés. Ouais, bah pas du tout, hein, puisque Mel... Oui, j'ai raccourci son nom pour des raisons qui me semblent évidentes. Elle kiffe la viande, et plus particulièrement la viande de monstre. Cuisinée, pas cuisinée, crue, bien cuite, elle kiffe bouffer du monstre. Ah bah, vous lui faites rencontrer Senshi, plus jamais vous rencontrez un roi démon dans un animé, hein. Le truc c'est que bon, forcément, elle est mal vue. Aimer bouffer des monstres, c'est pas ce qu'on appelle raffiné. Du coup, elle galère à trouver son âme sœur. Sauf que un jour, elle fait la rencontre du redoutable Duc Sanglant. Et bon, je pense que son blaze parle pour lui, hein. Lui aussi, il aime bouffer du monstre. Alors, je vais être totalement honnête avec vous, j'ai eu la giga flemme de le lire celui-là, vu qu'il m'intéresse pas tant que ça au final. Du coup, j'ai pas grand-chose à vous dire en fait. Ça sent l'histoire drôle, un peu mignonne sur les bords, peut-être intéressante aussi sur la manière dont l'aspect gastronomique va se présenter. Ah bah à tout moment, les épisodes on les regarde comme ça, hein. Même si le seul monstre que je connais personnellement c'est ma belle-mère, et que sa viande est déjà clairement avariée. Même si je doute très clairement que ça atteindra le niveau de Dungeon Meshi, hein, je pense que ça va juste cuisiner du monstre sans vraiment chercher à expliquer plus que ça. Non bah écoutez, je sais pas quoi vous dire, hein, perso ça m'intéresse pas, donc compliqué d'être constructif en étant absolument pas hypé. Hein. Ça sent la romance aussi, tiens, ça je l'avais pas dit du coup, enfin voilà, vous en faites ce que vous voulez de cette information. Enfin bref, l'animé sera disponible à partir du 2 octobre sur Crunchyroll. Autre animé parfait pour l'ambiance spooky de cet automne, désolé, je sais pas ce qui m'a pris. Vampire-chan Can't Suck Properly. Luna Ishikawa, la lycéenne parfaite par excellence. Belle, charismatique, intelligente, athlétique, tout le monde la considère comme parfaite. Sauf que le titre de l'animé vous spoil sa véritable nature. Elle ne sait pas sucer. Quoi, il y avait d'autres mots à traduire avant ça?
Ouais, Luna, c'est en fait une vampire. Sauf que elle est giga maladroite quand il s'agit de pépon ses victimes. Alors, je suis désolé, mais va falloir être mature un petit peu là, hein. Parce que qu'importe la manière dont je le dirai, vous y trouverez une allusion chelou de toute façon. Alors, s'il vous plaît, soyez mature. Le problème, c'est que Luna, elle a besoin de sucer pour vivre. Elle vit au bois de Boulogne ou quoi? Mais heureusement pour elle, elle rencontre un jour Tasuta Otori, un garçon discret, sans histoire, qui malheureusement pour lui, découvre totalement par hasard le secret de Luna. Bon alors en vrai, je dis malheureusement, mais faut savoir que Tasuta, c'est un garçon extrêmement gentil. Et du coup, quand il apprend que Luna galère à se nourrir, il décide de la laisser le sucer. Tu m'étonnes! C'est donc à partir de ce moment qu'on va suivre un duo complètement opposé, qui peu à peu, va finir par beaucoup se rapprocher. De l'humour, de la tendresse, du dynamisme et un soupçon de surnaturel qui, entre nous, servira plus à alimenter la comédie de l'animé que son histoire, hein. Et en vrai, c'est sympa. C'est pas un truc de ouf, c'est pas une comédie à te mettre des claques sur les guibolles, mais en termes de divertissement, ça fait le taf en vrai. Et voilà, en fait, je pense que c'est typiquement le genre d'animé pour lequel j'ai pas besoin d'argumenter. Absolument tout est dans le titre. Vous prenez tous les animés avec un prénom féminin plus San dans le titre, et vous avez la narration de l'animé. Des histoires très épisodiques, visant à construire une romance toute mignonne à travers de nombreuses péripéties comiques, et voilà, c'est tout. Vous attendez pas à un truc vraiment poussé sur les vampires, hein. Ah bah vous serez déçus. Enfin bref, perso, je pense pas suivre cet animé, hein, encore une fois, mais je suis sûr que certains ou certaines d'entre vous seront ravis de découvrir ce petit couple tout mignon évoluer dans leur quotidien mouvementé. Donc quoi qu'il en soit, si c'est le cas, alors rendez-vous le 12 octobre pour découvrir ça. Cet automne, on aura également le droit à The Dark History of the Reincarnated Villainess. Konoha Sato, c'est une fille qui a toujours aimé la fiction, à tel point que quand elle était au collège, elle a carrément écrit son propre roman d'aventure nommé Dark Past. Une histoire ultra mielleuse qui raconte la vie d'une jeune femme qui tombe amoureuse d'un chevalier. Et alors, un jour, Konoha, elle est victime d'un accident de la route. Et rien qu'en voyant de quel type d'accident de la route il s'agit, vous avez tout de suite compris ce qu'il va se passer. Oh là, ma voix elle est partie en couille. Elle se réincarne dans l'histoire du livre qu'elle a écrit. Et alors, bien évidemment, et comme le titre l'indique, elle s'est réincarnée en tant que Yana, la sœur cadette de l'héroïne, mais aussi et surtout, la méchante de l'histoire. Bon, par contre, il y a un souci. Dans sa nouvelle vie, elle rencontre Yomi, un mec qui se dit être son allié, mais elle se souvient pas de l'avoir introduit à son histoire en fait. Du coup, qui est-il? Peut-elle réellement lui faire confiance? Est-ce qu'elle s'en sortira vivante alors que tout le monde souhaite sa mort? Ça, faudra regarder l'animé pour le savoir. Et alors bon, de base j'aurais tendance à dire encore un putain d'animé à base de villainess là? Mais pour celui-là je vais m'abstenir. Parce que c'est pas excellent, mais au moins il y a de l'idée dans celui-là. Ouais, parce que là où il se distingue pas mal des autres animés de villainess, c'est déjà dans le fait que ce monde, c'est elle-même qui l'a inventé quand elle était au collège, en s'imaginant en héroïne d'un harem ultra cliché. Et du coup, ça fait que tout est un peu absurde en fait, parfois même illogique. Mais au final, ça a du sens, puisque ça vient de l'imagination d'une collégienne. Et c'est là que naît une bonne partie de la comédie en fait, avec des persos ou des situations qui reflètent la manière dont elle avait fantasmé son histoire à l'époque. Donc par moments, c'est ultra cringe, mais c'est volontaire en fait. Et c'est ça qui rend vraiment le tout extrêmement drôle. Et aussi étrange que ça puisse paraître, même si l'histoire se vend principalement comme une comédie, il y a tout de même un fond beaucoup plus triste qu'on ne le pense en réalité. Et franchement, c'est nettement plus divertissant que certains animés de villainess qui ont choisi de reprendre les mêmes clichés encore et encore. Ici, en fait, on est vraiment dans un From Bureaucrat to Villainess. Alors, c'est pas du tout la même histoire, hein, vraiment pas, mais ça reste dans le même esprit. Et vraiment, je le redis, mais l'histoire et la comédie font que c'est un des villainess que j'ai pris le plus de plaisir à découvrir. Après, est-ce que ça m'a plu au point de visionner l'animé de manière assidue? Non. Bref, quoi qu'il en soit, l'animé sera disponible à partir du 8 octobre 2025. Bah évidemment, 2025, je suis con ou quoi? On passe maintenant à un animé giganaze, je vous le dis tout de suite. Chitose is in the Ramen Bottle. Alors, pour une fois, l'histoire nous emmène dans un lycée où la personne la plus populaire n'est pas une fille. Non, c'est un mec. Ce qui la rend encore plus surréaliste. Sakuchi Chitose, c'est le mec parfait, populaire, charismatique, beau, talentueux. Bref, il est toujours entouré et admiré par la plupart des étudiants. Et pour cause, il s'est efforcé de créer cette image de mec parfait. Il sait qu'au lycée, il existe deux catégories, les normies et les weirdos. Et que seuls les normies parviendront à survivre à cette dure période. Je vous laisse deviner de quel côté j'ai...
Le truc, c'est que sa popularité, elle en gêne certains. Bah ouais, parce que, bien évidemment, avoir un mec qui fait fondre toutes les filles, ça énerve. À tel point que le Boog, il a carrément été surnommé le salaud coureur de jupons. Et alors, un jour, Saku, il reçoit une mission de la part d'un de ses professeurs. Ramener en cours Kenta Yamazaki, un élève particulièrement seul qui a cessé de venir en cours depuis plusieurs mois. Il accepte, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Kenta déteste tout ce que représente Saku. Et que, par conséquent, une guerre qui pourrait menacer son image d'étudiant parfait va alors exploser. Je pense très sincèrement qu'on est dans un pur fantasme de l'auteur, hein, rien de plus. Je veux dire, le héros est insupportable. C'est le mec parfait qui est giga condescendant, qui ne se remet jamais en question, qui prend toujours tout le monde de haut. Le genre de mec qui pense que si les gens ne l'aiment pas, c'est parce qu'ils n'ont pas de goût. Et alors, je vous parle pas des autres personnages, hein, qui, on va pas se mentir, n'existent que pour servir Saku. Je veux dire, au départ, je me suis dit, ça a l'air cool. Ses amis sont diversifiés, on a 2 mecs, 2 filles, ça va faire des interactions secondaires, ça va être cool. Mais que dalle! Genre vraiment! C'est limite s'ils se parlent entre eux, les cons! Ils s'activent que quand il y a le héros, ces abrutis! Premier degré, toutes les meufs du groupe d'amis ne servent qu'à tomber amoureuses de Saku. Rien d'autre. S'il était pas là, elle n'existerait pas. Alors je suis peut-être un peu violent avec l'œuvre. Peut-être que je suis tout simplement plus le public de ce genre d'animé. Mais voilà, à partir du moment où la lecture m'a presque provoqué un ulcère à l'estomac, bon... Enfin bref, je pense que ça pourra plaire aux mordus de School Life Comic, même si le mot comique est un peu exagéré, hein, selon moi. Mais bon, du coup, si vous êtes intéressé, rendez-vous le 7 octobre pour découvrir ça. On continue avec Hero Without a Class, une fantaisie animée par le studio... The end before the beginning of the PowerPoint, the beginning of Diaporama, the beginning of the Hess. Ah ouais, c'est bien la même merde. Bon bah next hein. Autre animé qui annonce beaucoup d'émotions cet automne avec les promeneuses de l'apocalypse. Cette fois l'histoire nous emmène dans un monde post-apocalyptique, un monde dans lequel tous les humains ont disparu. Enfin, tous les humains sauf Yoko et Airi, 2 jeunes filles qui ont décidé de parcourir le Japon. Enfin, ce qu'il en reste quoi. Et surtout de le faire en chevauchant une Yamaha Zero, une belle moto tout-terrain. Alors sur la route, elles découvrent des paysages absolument somptueux et capturent même des souvenirs entre vestiges urbains et nature envahissante. Et voilà en fait, c'est tout. Alors oui, c'est très restreint, mais je pense qu'on est vraiment là sur un animé qui a pas besoin d'un synopsis extrêmement long pour comprendre de quoi il va s'agir en fait. Je veux dire, ça se voit que l'animé ne va pas être une quête, ça sera pas une survie désespérée, mais juste une ode à la liberté en fait. Une errance contemplative où chaque instant comptera, même si le monde s'est déjà éteint. Mais malgré tout, y a quand même certains mystères qui donnent envie d'en savoir plus. Par exemple, le premier qui me vient en tête, c'est est-ce que Yoko et Airi sont humaines? Ou bien est-ce qu'elles sont des cyborgs qui découvrent le monde après que l'humanité est disparue? Non parce que bon, on nous dit qu'il n'y a plus aucun humain sur Terre, sauf ces 2 filles. Bon, je peux vous dire que j'ai vu assez d'épisodes de Apocalypse Hotel pour trouver ça suspect. Et en vrai, ça serait bien si elles étaient pas humaines pour tout vous dire, parce que c'est cette ambiguïté qui changerait tout selon moi. Parce que si elles ne sont pas pleinement humaines, leur voyage cesse d'être une simple balade mélancolique et devient carrément une méditation plus profonde sur l'impermanence, sur ce qu'il reste quand le monde continue sans nous. Franchement, ça pourrait donner une histoire vraiment émouvante si ça prenait cette direction, je trouve. Et bon, ce qui me donne également envie, et ce qui vous donnera aussi très envie, j'en suis persuadé, c'est la bande-annonce. Ça se voit que chaque plan est travaillé avec une finesse incroyable. La lumière, les détails du décor, le contraste entre la beauté intacte de la nature et les cicatrices de la civilisation. Non, franchement, on sent que l'animé veut nous faire voyager. Pas seulement à travers les lieux, mais aussi à travers nos émotions, en réveillant cette petite nostalgie universelle qui nous rappelle que tout est voué à disparaître un jour. Oui, dans 100 ans à partir d'aujourd'hui, tout ce que vous aurez créé ou réalisé sera totalement oublié. Personne, ou alors très peu de gens, se souviendront de votre passage sur Terre. Vous serez oublié, effacé, complètement formaté de ce monde dans lequel vous avez tant souffert à créer quelque chose, à vous faire une place, à vous démarquer des autres, pour au final, rien du tout. Vous auriez pu attendre la fin de la vidéo au moins. Watch time. Bref, quoi qu'il en soit, si vous avez envie de découvrir ce petit bout d'émotion pure, alors rendez-vous le 4 octobre sur Crunchyroll. Autre petite comédie romantique prévue pour cet automne avec Mechanical Mary. Arthur Louisette, très riche héritier d'une des plus grandes fortunes du pays, possède un fantasme quelque peu particulier. Ouais, lui, il souhaite qu'on lui crée une servante robot pour lui offrir tout l'amour dont il a besoin. Car oui, savez-vous ce qu'est la robotophilie? Les enfants, laissez-moi vous l'expliquer avec une petite chanson de Derrière les fagots. Allez les enfants, tous avec moi. C'est parti. La robotophilie, c'est quand t'aimes baiser des robots. Et ça tombe bien parce que ses désirs ont été réalisés. Une véritable androïde ménagère nommée Marie a été créée juste pour lui. Alors en vrai faut savoir que Arthur, s'il veut autant être avec une androïde, c'est parce qu'il déteste les humains. Et en même temps, toute sa vie il a été victime de tentatives d'empoisonnement, d'assassinat, kidnapping, séquestration. Tout ça à cause de sa fortune. Du coup, ça l'a un peu rendu parano, hein. Au point même d'avoir à son tour des envies de meurtre quand il croise un humain. Surtout si cet humain en question ose lui mentir. Et
ça tombe mal en fait, parce que Marie n'est pas une androïde. C'est une fille complètement fauchée, hyper flegmatique, qui a été embauchée par le majordome de Arthur pour jouer l'androïde en question. Bah ouais, on a beau être en 2025, créer un androïde autonome aussi réaliste qu'une humaine, bah c'est pas possible. Et en vrai c'est dommage, pour une fois qu'une fille accepterait de sortir avec moi sans être droguée. Mais vu que personne ne veut contrarier Arthur, ils ont décidé de lui mentir. Ce qui, disons-le, était peut-être une énorme erreur pour Marie, qui ne savait absolument pas dans quoi elle mettait les pieds. Alors oui, je pense que vous l'aurez compris, on est clairement dans une romance, une histoire un peu romantique qui va pas mal s'éterniser, j'ai l'impression d'ailleurs, parce que le pitch du « je pense que c'est une androïde » into « je dois absolument cacher que je suis une humaine », bah ça peut apporter énormément de péripéties avant de réellement faire avancer l'histoire. Mais vous voyez, malgré le concept qui aurait pu être très épisodique, bah au final on a le droit à une histoire qui suit un réel fil rouge. T'apprends d'abord à connaître Arthur, qui malgré ce qu'on pourrait penser, bah en bave pas mal de sa méfiance envers chaque humain qu'il croise, qui doit lutter constamment contre une solitude qu'il n'a pas choisie, et voir cette double personnalité entre méfiance envers les inconnus qu'il croise et son apaisement aux côtés de Marie, bah ça rend la chose plutôt attachante, disons-le. Ensuite, tu découvres peu à peu une héroïne flegmatique qui se retrouve dans un bourbier sans nom, et qui, petit à petit, commence à ressentir de vraies émotions pour Arthur, sauf que, bah elle peut pas agir comme elle le voudrait. Et tout ça, bah ça donne absolument pas une histoire de ouf. Pour être honnête, je donnerais même pas la moyenne. Mais, bah c'est assez divertissement pour avoir le mérite de tenter 1 ou 2 épisodes. Donc ouais, perso j'essaierai pour voir, même si je sais que ça va vite me saouler. Quoi qu'il en soit, si vous avez envie d'une romance à la fois mignonne et drôle, alors rendez-vous le 5 octobre sur Crunchyroll pour découvrir ça. Autre romance toute mielleuse pour cet automne avec A Star Brighter Than the Sun. Sae et Koki sont 2 amis d'enfance. Ouais, quand ils étaient petits, ils traînaient toujours ensemble. Le but des amis d'enfance en soi. Sauf que il y avait une particularité dans ce duo qui les rendait assez uniques. Ouais, parce que Sae, c'était vraiment une fille avec un gabarit assez costaud, tandis que Koki, lui, bah il était plus petit et plus frêle que les autres garçons. Du coup, bah ça créait un duo assez atypique au final. Sauf qu'avec le temps, Koki, bah il a fini par changer. Il s'est affirmé, a pris du muscle, et au final, bah c'est carrément devenu un BG en fait. Et désormais au lycée, les 2 amis continuent d'être potes et de vivre leur vie. Mais non, enfin! Vous n'avez pas retenu la leçon ou quoi? Allô? On est au Japon! L'amitié homme-femme, ça n'existe pas! Bah ouais, parce que voyant que Koki attire de plus en plus l'attention des filles, et voyant ce charisme de salopard qui émane de lui, bah ça est... elle va tomber amoureuse de lui. Et voilà, que voulez-vous que j'argumente sur cet animé? J'ai même pas lu le manga que je sais déjà comment ça va se passer. On sait tous comment ça va se passer. Ça va être un enchaînement de quiproquos, de petits moments mignons, de jalousie parce qu'une fille s'approche trop près, et au final, bah la question c'est pas est-ce qu'ils vont finir ensemble, mais plutôt combien d'épisodes ils vont mettre avant d'assumer l'évidence. Après, attention, c'est pas parce que c'est prévisible que ça sera forcément mauvais. Les romances d'amis d'enfance, quand elles sont bien faites, ça marche toujours, parce que au final, ça joue sur un capital nostalgie et complicité qui fait plaisir à voir. Et si l'animé réussit à bien doser ces moments d'humour, ces petites tensions amoureuses et ces scènes touchantes, je pense qu'on peut quand même passer un bon moment. Enfin, vous pourrez passer un bon moment. Parce que perso, j'ai zéro intérêt pour le coup, là. Je sais pas pourquoi je me trouvais aigri cette saison. Ah, ça doit être parce que c'est une saison de merde. Enfin bref, si vous cherchez un récit imprévisible avec des twists de fou, spoiler alerte, ça sera pas celui-là. Autrement, si vous cherchez un petit animé très chill sans prise de tête avec beaucoup de mignonnerie, je pense que là vous serez au bon endroit, ouais. Quoi qu'il en soit, l'animé est prévu pour le 2 octobre sur Crunchyroll. À noter qu'il y aura une VF aussi, ce qui est plutôt surprenant, je dois dire. Encore et toujours une comédie romantique avec Inexpressive Kawashida and Expressive Ota. Ota, c'est un petit farceur. Bah ouais, parce que lui, son kiff, c'est de tout faire pour surprendre sa camarade de classe Kawashida au moyen de diverses boutades toutes plus fofolles les unes que les autres. Sauf que Kawashida, elle a aucune putain de réaction. Genre vraiment, limite on dirait qu'elle s'en bat les steaks. Et ça, bah ça a tendance à énerver Ota, qui lui aimerait vraiment lui faire esquisser un sourire ou au moins une réaction quoi. Du coup, on va juste assister à d'un côté un mec qui met tout en œuvre pour tenter d'obtenir une réaction de Kawashida, et de l'autre, une fille qui prend un malin plaisir à observer les tentatives ratées de Ota. En gros, c'est un Takagi-san-like. C'est drôle, c'est amusant, c'est mignon tout plein, c'est très épisodique aussi, La bande-annonce me plaît de par son côté coloré et son dynamisme. Kawashida est vraiment génial dans sa façon d'être. Ota me rappelle énormément de Nishikata et ouais, c'est agréable. Mais bon, ça casse pas 3 pattes à un canard quoi. Enfin bref, écoutez, si vous aimez Takagi-san, Kubo-san ou même High Score Girl aussi dans la dynamique de ses personnages, bah je pense que vous aimerez sans aucun doute cet animé. Et voilà, j'ai pas besoin d'argumenter plus. Enfin bref, rendez-vous le 4 octobre du coup pour découvrir ça.
Alors là, on passe à un animé que j'attends beaucoup. Ninja vs Gokudo. Ça fait des dizaines et des dizaines d'années que les ninjas sont en guerre contre les Yakuza, à tel point que quand ils se croisent, ça finit dans un bain de sang absolu. Et du coup, c'est dans ce contexte qu'on suit Shinoha, un garçon qui a une petite particularité puisqu'il ne peut ni rire ni même sourire. Ouais, en fait, quand il était plus jeune, Shinoha, il a subi un énorme traumatisme qui l'a figé émotionnellement parlant. Mais malgré ça, Shinoha, c'est surtout un ninja extrêmement puissant. Ah, je vous promets, c'est pas des phalanges qu'il a, c'est des guillotines. Il suffit juste qu'il fasse ce geste du bras là, et c'est 36 têtes qui volent. Ah, il aurait eu des soucis en 39-45. Bon, inutile de vous dire que Shinoha, il est très seul. Genre son faciès un peu nonchalant, ça fait que les mecs de son lycée n'ont absolument aucune envie de le côtoyer en fait. Mais un jour, il fait la rencontre de Kiwami, un fan absolu de l'anime Flash Princess, dont Shinoha est également un énorme fan. Ils se mettent alors à en parler, deviennent très vite de bons amis, et on apprend, dès les premières pages, donc non, c'est pas un spoil, que Kiwami est le chef des Yakuza. Et à partir de ce moment-là... Ça va trancher, chérie. Honnêtement, je sais pas pourquoi, mais je me suis forcé à arrêter au 3e chapitre pour me garder la surprise de l'animé. En fait, j'ai tellement aimé dès le début que j'étais à fond dedans et que j'avais envie de tout enchaîner. Alors qu'en 3 chapitres, c'est pas non plus transcendant, hein. C'est vraiment les prémices de l'histoire pour le coup. Mais je sais pas, il y a un truc, il y a une ambiance en fait. C'est à la fois violent, malsain par moments, rempli de tension, une tension qui reste constamment d'ailleurs, parce qu'en fin de compte, on sait des choses que les personnages ne savent pas eux-mêmes, et au final, on n'a qu'une envie, c'est de les voir apprendre ce qu'on sait. Et je sais pas si l'histoire sera qualitative, hein, 3 chapitres, c'est beaucoup trop peu pour le prévoir. Mais je sais pas, en ce moment, je m'attache de plus en plus à ce genre d'histoire qui se passe dans des cadres contemporains. Pas de magie, pas de monstres, pas de monde parallèle, juste des humains, de la violence brute et une tension presque palpable, parce que elle pourrait exister dans la vraie vie. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai autant accroché en seulement 3 chapitres, parce que derrière les ninjas et les yakuza, il y a rien d'artificiel qui vient casser l'immersion. Enfin, si on met de côté que des mecs décapités puissent encore avoir une discussion pendant quelques secondes avant de s'apercevoir qu'ils ont la tête coupée quoi. Non, là c'est juste des gars qui se détestent, qui se cachent des choses et dont l'amitié fragile peut s'écrouler à tout moment. Et je le répète, mais j'ai hâte de voir comment ça va se terminer cette histoire d'amitié chaotique là. Si jamais ils soignent vraiment la mise en scène, qu'ils appuient bien sur la tension et la brutalité des combats, ça peut clairement donner un rendu très stylé je pense. Enfin bref, écoutez, j'ai très hâte de découvrir ça, et si vous aussi, alors rendez-vous le 7 octobre sur Prime Video. Autre animé qui me fait de l'œil cette saison aussi, je dois dire, Shabake. Ichitaro... il a une légère carence en vitamine D. Mais c'est pas la seule carence qu'il possède, puisque Ichitaro a aussi et surtout une santé très fragile. De ce fait, il ne peut pas sortir de chez lui. Mais tout va bien, puisqu'il tient l'une des plus grandes boutiques du quartier des affaires de l'époque Edo. Et en plus, il est pas tout seul, puisqu'il est protégé et soutenu par 2 petits démons qui lui sont totalement dévoués, Shirasawa et Inugami. Sauf qu'être constamment confiné, ça casse les couilles. Et dites pas le contraire, en 2020 vous vous êtes créé des faux chiens pour sortir. Et du coup, un jour, Ichitaro, il décide de sortir en secret. Et là, il est témoin d'un meurtre. Ah, sacré timing! Et alors, à partir de ce moment, plein de meurtres vont être recensés, faisant même comprendre très vite qu'un tueur en série serait en train de sévir. Et Ichitaro, ça l'intrigue. Du coup, à l'aide de ses démons protecteurs, il décide d'entamer une quête pour découvrir qui se cache derrière ces atrocités. Il y a des moments, il vous suffit juste de regarder une affiche pour sentir le bon animé arriver. Alors, attention à mes spéculations, hein, ça a déjà été foireux. Mais je sais pas, voir cette bande-annonce, ce petit côté à la fois chill, cette ambiance digne de l'époque Edo, le tout englobé par une tension qui a l'air bien plus pesante qu'elle en a l'air, les décors très jolis en arrière-plan, les personnages qui ont l'air d'avoir ce petit truc qui les rend uniques, enfin, je sais pas, vraiment, cet animé, c'est le genre d'animé tout ou rien pour tout vous dire. Après, je vous avoue, c'est un peu le côté magique qui me casse du truc pour tout vous dire, hein, parce que mal utilisée, elle peut tout casser en fait. Un pouvoir trop pratique, une facilité scénaristique trop grossière et toute la tension s'évapore en fait. Bref, quoi qu'il en soit, l'animé sera disponible à partir du 3 octobre sur Crunchyroll. Encore et encore et encore une romance avec With You, Our Love Will Make It Through. Attendez. Voir un mec qui ressemble à un animal avec une fille normale au premier plan sur une affiche d'animé, je sais pas pourquoi mais je le sens mal. Mais allez, je veux bien lui accorder le bénéfice du doute, voyons voir. Mari Asaka, c'est une lycéenne tout à fait normale qui, un jour, fait la rencontre d'un nouvel élève de son lycée, Tsunago Hidaka, un demi-bête. Bon alors Marie, elle est un peu nerveuse au début, mais par la suite, elle finit peu à peu par tomber amoureuse. Et allez, mais qui peut avoir un kiff pour ce genre de déviance, sérieux? Faut arrêter avec ça, on a tous déjà eu envie de baiser un corbeau.
Le pire c'est que ça me sidère parce que honnêtement l'animé a l'air magnifique. Genre vraiment, je suis sûr que ça va être émouvant, que ça va parler d'exclusion sociale, de solitude, d'harcèlement, de mal-être profond. Les musiques ont l'air vraiment touchantes, les décors sont somptueux, mais ouais, non. Enfin perso, je sais d'avance que j'y arriverai pas en fait. Genre je le sais, ça va me bloquer et même si vous me certifiez que c'est la meilleure romance ever, j'en doute. Je ne regarderai quand même pas parce que c'est vraiment pas mon délire pour le coup. Il est temps de vous avouer l'un de mes plus sombres secrets. Je n'ai jamais aimé La Belle et la Bête pour les mêmes raisons. Voilà. Bref, si vous êtes intéressé par l'animé, et ne vous en faites pas, je ne vous jugerai qu'un tout petit peu. Alors rendez-vous le 14 octobre pour découvrir ça. Un petit animé sur la conception de manga, ça vous tente? Bah ça tombe bien parce que cette saison, on aura également le droit à A Mangaka Weirdly Wonderful Workplace. Nana Futami, c'est une dessinatrice de shoujo qui rêve de se faire une place dans cette industrie qui, disons-le, est ultra concurrentielle. T'as beau faire le meilleur manga qui soit, c'est pas pour autant que tu seras forcément récompensé. Il faut énormément de chance. Ce truc-là prouve à lui seul que la méritocratie n'existe pas. Et son rêve d'être publié, il est plutôt en bonne voie en vrai, parce que elle a la chance d'être assistée par Kaede Sato, son éditrice, et Mizuki Azama, son assistante. Et du coup, voilà, on va suivre cette petite équipe se démener pour se faire publier. Et en vrai, c'est cool. Enfin, je suis désolé, j'ai pas grand chose à dire de plus. C'est une petite comédie slice of life qui est vraiment plaisante à découvrir. On en apprend un peu plus sur le métier de dessinatrice. On découvre le milieu de la création de manga, les contraintes que ça engendre, comme la réflexion permanente pour écrire une bonne histoire, le stress des deadlines, les avis extérieurs. Bon, par contre, je pense que vous en doutez, mais on n'est pas dans un truc aussi poussé que Bakuman, hein, loin de là. Mais c'est tout de même très agréable à suivre, hein. Et voilà, si vous aimez les petits slice of life avec une petite touche artistique et que du chill, cet animé sera clairement pour vous. Enfin bref, quoi qu'il en soit, si vous êtes intéressé, alors rendez-vous le 6 octobre sur Crunchyroll pour découvrir ça. Autre animé prévu pour cette saison avec Dad is a Hero, Mom is a Spirit, I'm a Reconnector. Hélène est un demi-esprit capable de manipuler tous les éléments du tableau périodique. Ouais, c'est assez cheaté, ouais, quand on y pense. Et c'est pas tout, parce que Hélène, c'est également la fille de Rovel Van Krieg. Oh, c'est quoi encore ce nom de salopard? Enfin bref, le héros du royaume de Tenbal. Et de Origine, la reine est souveraine de tous les esprits. Du coup, ouais, elle est plutôt bien la Hélène, ouais. Mais vous savez généralement où est-ce qu'on croise des personnages cheatés comme ça? Dans les isekai. Et ça tombe bien parce qu'en fait, Hélène, c'est une japonaise réincarnée. Ouais. Et en plus de ça, dans sa vie antérieure, c'était une scientifique de génie. Son pouvoir, c'est de manier les éléments du tableau périodique, et elle, dans son ancienne vie, c'était une scientifique. Si vous voulez mon avis, c'est pas une marque qui a tenu le stylo pour écrire ce scénario. Ah bah tiens, on parlait de toi. Du coup, vous connaissez la musique, sa famille va être victime de divers problèmes, elle va devoir se bastonner et ainsi prouver qu'elle est extrêmement balèze. Et voilà en fait, je vous avoue que ça me donne même plus envie d'argumenter sur les isekai pour te vous dire. Parce que, encore une fois, c'est tout ou rien avec ce type d'animé, même si très souvent c'est plus rien que tout. Hein. Et ouais, ok, ça a l'air beau, ça a l'air drôle, l'esthétique a vraiment l'air soignée, en même temps c'est JC Staff derrière, hein, donc bon, c'est déjà un bon plus, oui, mais au-delà de ça, pour l'instant, il y a absolument rien qui me laisse prétendre à un amusement ou à un scénario qui va réussir à m'offrir ce que j'ai pas déjà vu ailleurs. Donc oui, je tenterai, mais non, je n'aurai aucune attente le concernant. J'espère juste être surpris, mais honnêtement j'en doute. Hein. Enfin bref, l'animé sera disponible à partir du 5 octobre sur Crunchyroll. On passe maintenant à une énième comédie romantique avec une énième histoire d'intelligence artificielle. Alma-chan wants to have a family. Enji Kamisato et Suzume Yobane sont deux scientifiques qui, en vrai, ils sont pas si indifférents l'un pour l'autre, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Le truc c'est que tous les deux sont vraiment gays en termes de sociabilité. Du coup, ils arrivent pas vraiment à communiquer sur leurs sentiments respectifs, quoi. C'est pourquoi ils ont décidé d'unir leurs compétences pour donner vie à Alma, une intelligence artificielle autonome. Sauf que, contrairement à eux, Alma est très curieuse et plutôt directe. Du coup, elle n'hésite absolument pas à dire ce qu'elle pense de leur relation. Et c'est à partir de ce moment-là qu'une sorte de petite famille va se créer, entre disputes absurdes, expérimentations scientifiques déjantées, et la curiosité de Alma qui risque de les mettre en mauvaise posture, le nouveau quotidien d'Enji et Suzume risque d'être très mouvementé. Alors, de base, j'aurais tendance à vous dire animé comique avec un personnage volontairement mignon pour appuyer le côté cute et attachant de l'animé, un peu comme Spy X Family avec Anya. Alma, Anya, c'est pas si différent quand on y pense, hein. Coïncidence? Je ne pense pas. Un animé ultra chill et tranquille à suivre de manière épisodique. Ouais,
Sauf que d'un coup, dans la bande-annonce, on voit Alma tirer des giga-rayons à l'aide de son giga-canon laser MX578 de gros bourrin. Du coup, je sais pas. Après, peut-être que l'action sera à but comique uniquement, hein. Un peu comme dans Hina Matsuri quand Hina se bat avec Hanzo. Ça n'avait aucun impact direct sur l'histoire, mais plus sur la comédie qu'engendrait ce genre de combat. Du coup, ouais, je pense quand même que ce sera plus un animé chill qu'autre chose, hein. Et donc, si vous avez envie de suivre une petite famille totalement dysfonctionnelle entre deux scientifiques et une androïde, alors rendez-vous le 5 octobre sur Crunchyroll. Devinez quel genre d'animé je m'apprête à vous présenter là. Oui, une comédie romantique. My Friend's Little Sister Has It In For Me. Lui, c'est Akiteru Oboshi, un mec totalement banal qui passe son temps à étudier plutôt qu'à avoir une véritable vie sociale. Après, bon, il est pas totalement seul puisqu'il peut compter sur Ozuma, son meilleur ami qui le soutient tous les jours. Oui, c'est le personnage qui n'aura pour utilité que de tenir la chandelle dans les futures relations du héros. Et ce Uzuma, il a une petite sœur, Iroha, qui elle ne cesse de prendre plaisir à tourmenter Akiteru, à le draguer juste pour l'embêter. Et dans tout ça, Akiteru, qu'est-ce qu'il se dit? Oui, bon, une fille qui se faufile toujours chez moi en douce pour m'attendre dans mon lit, pour, je cite, imprégner son odeur sur mes draps pour que je pense toujours à elle. Non, pas moyen qu'elle soit amoureuse de moi. Va te faire foutre, Akiteru, va te faire foutre! Et voilà en fait, c'est la rom-com classique qu'on a l'habitude de voir à base de quiproquos, d'humour giga prévisible et de romance qui n'en a que le mot puisque les sentiments mettront 18 tomes avant de réellement se développer. Après bon, j'ai lu que 3 chapitres. Enfin, j'ai tenu 3 chapitres. Du coup, je vous vois venir, vous me direz très certainement... Oui, mais comment tu peux juger sur seulement 3 chapitres? Ça se trouve, ça va être mieux. Dès le 3e chapitre, le manga fait carrément un message de prévention pour expliquer comment va tourner l'histoire. En harem avec des agressions sexuelles. Eh mais... attendez un peu là. La prof de Akiteru aussi va faire partie du harem? Cette prof-là va être une prétendante? Meilleure romance de la saison la team, on va débrief ça épisode par épisode, j'ai trop hâte, ça va être une masterclass. Et le pire c'est que dans ce message de prévention, vous avez littéralement l'info de comment va se dérouler le truc, hein, puisqu'il est dit toutes les femmes de cette histoire seront dans le même genre que Iroha, voire pire. Mais c'est possible qu'il y en ait une que je considère comme mignonne, sauf que je vous dirai pas qui... Va te faire foutre, Akiteru, va te faire foutre! Bref, quoi qu'il en soit, si vous êtes fan de ce genre, alors rendez-vous le 4 octobre sur Crunchyroll. Je vois que vous êtes en manque de romance là. Du coup, je vous propose de découvrir Plus Sized Misadventures in Love. Elle, c'est Yumeko, une fille qui souffre de plusieurs complexes. Bon bah, je pense que j'ai pas besoin de vous faire une liste de ses complexes, hein, pour le coup. Sauf qu'un jour, elle est victime d'un accident. Et là, elle se réveille à l'hôpital, en ne sachant pas qui se trouve en face d'elle, ni même ce qu'il s'est passé. Et contre toute attente, en se voyant dans le miroir, elle se trouve finalement extrêmement mignonne. Bon alors, ce changement de personnalité totale, il est pas anodin, hein. En fait, Yumeko souffre d'une grave amnésie partielle. Et du coup, la Yumeko dépressive et profondément détruite par ses complexes a laissé place à une Yumeko bien plus confiante et positive. Mais en cherchant à en apprendre plus sur elle, elle se rend compte que son téléphone est rempli de photos d'un seul et même garçon. Des photos prises à son insu. De quoi faire froid dans le dos? Imaginez, vous perdez la mémoire et votre nouveau vous découvre que vous étiez un psychopathe. C'est pour ça qu'il faut toujours se laisser un mot pour prévoir le coup. Alors, Yumeko, elle se demande si elle était amoureuse de ce garçon, s'ils entretenaient une relation. Et c'est donc avec une positivité inouïe qu'elle va entreprendre d'obtenir des réponses, rencontrant par la même occasion tout un tas de personnes qui auront besoin de son aide. Elle, qui est consciente des difficultés de vivre avec des complexes, deviendra finalement une personne sur qui tout le monde pourra compter. Alors, ça sonne très comédie romantique toute mignonne à base d'ultra positivité et de comédie absurde. Et honnêtement, je pense que c'est ce que ça sera, hein. Je pense aussi que l'histoire aura également ses moments d'émotion quand on assistera à une scène où, par exemple, Yumeko réconfortera les jeunes complexés qu'elle croisera qui auront besoin d'elle. Mais malgré tout, j'espère au fond de moi que cette histoire cache une couche un peu plus dramatique. Je veux dire, on commence l'histoire avec une héroïne qui se hait, qui se dégoûte et qui, d'un coup, comme par hasard, a un accident. Ouais. C'est quand même bizarre que 2 pages plus tard, le mot tentative de suicide soit énoncé, hein. On parle aussi d'une fille qui est victime d'amnésie et qui change radicalement grâce à cette conséquence de son accident. Du coup, je peux pas m'empêcher de me dire que si on nous parle de ça dans les débuts de l'œuvre, c'est pas anodin. Peut-être que par la suite, Yumeko retrouvera des brides de sa mémoire, détruisant peu à peu la nouvelle personnalité qu'elle s'est créée. Enfin, loin de moi l'idée de détruire une œuvre qui se veut ultra bienveillante, hein. C'est juste que je vous l'ai déjà dit, le 100% pouvoir de l'amitié, ça a tendance à me faire chier. Donc le seul moyen que je puisse apprécier l'animé, c'est qu'il y ait une pointe de drame. Surtout que le bail de l'amnésie, ça peut vraiment être très bon si c'est bien amené. Ça a déjà été prouvé par Golden Time, j'ai envie de dire. Bref, je spécule totalement. Quoi qu'il en soit, l'animé sera disponible à partir du 6 octobre sur Crunchyroll. Autre animé prévu pour cet automne, et là j'espère que vous avez le temps parce que ça va prendre un petit moment. Shinjite ita nakamatachi ni Dangan no Kuchi de Korosare kaketa ga gifto mugen gacha deruveru Kyusen Kyu Yaku Kyujukyu no Nakamatachi o teni irete moto party memberu to sekai ni fukushu endo zamashimasu. Ça démarre mal.
Ah bah vous savez la théorie de plus le titre il est long, plus l'anime il est merdique. Ah bah je crois on y est là. C'est pas un titre que je viens de dire là, c'est carrément le light novel. Light, c'est un aventurier qui s'est fait trahir par ses camarades et qui s'est retrouvé entre la vie et la mort. C'est alors que, dans un ultime geste de désespoir, Light décide d'utiliser sa compétence gacha, un pouvoir qui généralement n'invoque que des objets pétés sans aucune valeur. Mais là, vu qu'il faut un scénario, et vu que la personne qui l'a écrit ne possédait pas cette chose, comme par hasard, son pouvoir là, il décide d'invoquer Mei, une combattante de niveau 9999. Oh bah, c'est pas courant quand même d'avoir autant de chance. Pour moi, ça sent l'œuvre génialissime bourrée de retournements de situation. Non. 3 ans après ça, Light a décidé de créer son propre royaume, et pour ce faire, il invoque régulièrement d'autres guerrières de niveau 9999 qui lui sont toutes complètement dévouées. Toutes des femmes, hein d'ailleurs, sinon c'est pas drôle. Et du coup, il va profiter de son statut de nouveau seigneur surpuissant pour entamer sa vengeance auprès de ceux qui l'ont trahi. Et voilà, histoire déjà vue, bande-annonce qui prédit un animé fait pour la thune, personnage cliché au possible, et voilà, qu'est-ce que voulez-vous que je vous dise de plus? Ça m'intéresse absolument pas, et je suis persuadé que très peu d'entre vous seront également intéressés. Sauf si vous cherchez un défouloir à la hauteur de votre haine accumulée devant des années de clichés recyclés et de personnages insipides, et que vous preniez plaisir à démonter épisode après épisode une œuvre qui semble littéralement cocher toutes les cases du bingo des animés de merde. Alors là oui, vous kifferez. Autrement, relisez juste le titre et vous avez fini l'animé. Bref, quoi qu'il en soit, ça sera disponible à partir du 3 octobre. Alors là, on passe à une très grosse attente de mon côté, enfin même si le mot attente est plutôt particulier parce que je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre avec cet animé, Ganglion. L'histoire nous emmène dans un monde en perpétuel conflit planétaire. Ouais, c'est dans ce monde d'ailleurs qu'on découvre la société secrète Ganglion, qui s'obstine à déployer ses soldats pour tenter de nuire à la Terre. Et parmi ces soldats, on peut retrouver Isobe, un combattant anonyme qui, à chaque fois qu'il part en mission, finit par causer de vrais champs de bataille. Et pour cause, à chaque fois il se retrouve face au héros Hopman. Ouais, c'est dur à dire, hein. Et autant vous dire qu'il n'arrive jamais à le défaire. Et alors là, bon, je vais carrément citer le synopsis sur lequel je me suis appuyé pour faire le mien parce que je trouve la façon de dire parfaitement adaptée. Pris dans l'étau d'un quotidien absurde où les hiérarchies impitoyables et la conformité d'entreprise dictent sa survie, Isobe incarne la figure du salarié ordinaire, condamné à endurer l'injustice pour continuer à avancer. Ah bah si, c'est beau, c'est beau, mais c'est pas très compréhensible quand même, hein. Bah ouais, parce que, pour le coup, cet animé, j'ai pas plus d'infos que ça à vous donner en fait. J'ai absolument rien trouvé concernant le manga. Alors si, il faut savoir que l'auteur de ce truc, c'est Hisaya Shiraiwa, qui a pas mal enchaîné les flops sur IMDb, hein. Et quand je cherche les scans, je tombe sur des infos sur le cancer des testicules, donc autant vous dire que ça casse les couilles. Non, vraiment, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Vraiment, en plus, d'après ce que je comprends, la diffusion de l'anime est prévue pour être faite sur la chaîne ATX, donc je doute qu'on aura une licence officielle en France, hein, vraiment. Et ouais, c'est un peu un ovni en fait. Pourtant, quand je regarde les bandes annonces, ça a l'air d'être pile ce que j'aime. De la castagne, de l'humour absurde, des personnages atypiques. L'animation n'a pas l'air exceptionnelle, juste de faire le taf, mais je sais pas, il y a une ambiance, il y a un mood qui se dégage de la bande annonce qui donne vraiment envie de s'y plonger. Donc ouais, perso, j'espère que ce sera pas aussi dur à trouver que les scans, mais en tout cas, j'ai très envie de tester ça pour voir un peu ce que ça donne. Bref, quoi qu'il en soit, rendez-vous le 3 octobre pour découvrir ça. Et enfin, on termine avec un autre animé que j'attends beaucoup cette saison, Tojima Wants to be a Kamen Rider. Tanzaburo Tojima a toujours admiré les Kamen Rider. Mais si, vous savez, les mecs déguisés tout de cuir vêtu qui affrontent le mal. Bah non, vous le savez pas. Je le sais parce que j'ai fait une vidéo sur le sujet il y a 2 ans et j'ai fait un gigaflop, donc bon. Enfin bref. Tanzaburo, il les admire tellement qu'il n'a fait que penser à ça toute sa vie. Quand il était gamin, il jouait à être un Kamen Rider, puis plus tard, il s'est mis à dépenser son argent pour collectionner toutes sortes de figurines, et aujourd'hui, c'est devenu un quarantenaire avec une vie minable. Il est seul, il n'a pas beaucoup de thunes, et il vit dans le regret de n'avoir jamais pu devenir comme ses héros. Sauf qu'un jour, on sait pas trop pourquoi, mais il y a une vague de braquages qui plonge la ville dans le chaos. Des braquages, oui. Et Tanzaburo, il voit en ces braquages une opportunité de changer totalement sa vie de merde, en la transformant en une vie dont il a toujours rêvé. Il chope alors un masque de Kamen Rider et se jure de poutrer n'importe quel criminel qui se mettra sur sa route. Bon alors, pour celui-là, j'ai pu lire que 4 chapitres. Je sais pas pourquoi j'en ai pas trouvé plus. Et vous me direz sans doute que c'est bien trop peu pour juger une œuvre. Oui, sans doute. Et pourtant, je peux quand même vous dire que seulement 4 chapitres ont suffi à me faire kiffer. Ouais, parce que ici, au final, on n'est pas dans un truc qui se veut profondément sérieux à la base, hein. Pour tout vous dire, l'histoire me fait beaucoup penser à un mix entre Kick-Ass et le film Super de James Gunn. Vous avez des gens tout à fait normaux qui adulent tellement les Kamen Rider que, ils hésitent pas à se mettre en danger pour devenir comme leurs idoles. Et en 4 chapitres, ça marche vraiment bien parce que tu prends d'abord conscience que le rêve de Tanzaburo, c'est pas juste un petit rêve comme ça, c'est un truc qu'il prend vraiment au sérieux au point de s'entraîner, de se fortifier et de kiffer chaque baston dans lequel il se retrouve mêlé. En 4 chapitres, tu rencontres tout un tas de personnages qui te donnent envie d'en apprendre plus sur eux, notamment cette fille. Oui, l'histoire promet de sacrés rebondissements.
Et puis, mine de rien, vous avez envie de voir jusqu'où cette petite équipe va aller en fait. Je veux dire, je sais pas du tout si l'histoire va à un moment donné prendre une tournure plus dramatique comme dans Kick-Ass. Pour l'instant, j'en doute beaucoup, vraiment. Mais quand tu vois les bandes annonces, bah ça a l'air tellement dynamique, les bastons ont l'air tellement folles, la comédie a l'air vraiment présente sans être envahissante. Non, franchement, ça me donne très envie pour tout vous dire. Enfin bref, je vais pas spéculer plus que ça. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler sur la chaîne vu que je fais officiellement partie du comité Team Bagarre. Donc ouais, si vous aussi vous avez envie de découvrir cet animé, alors rendez-vous à partir du 4 octobre sur Crunchyroll. Bref, du coup voilà ce qui conclut les nouveautés de cette saison. Alors, il y en a encore, mais je vous les mettrai en commentaire épinglé parce que bon, que ce soit l'histoire d'un masseur qui ne masse que des femmes, comme par hasard, qui d'ailleurs d'après la bande-annonce passent leur temps à se foutre à poil et à gémir dès le moindre bout de peau massé. Non mais je vous jure, ça me saoule qu'on puisse créer ce genre d'animé, on va encore paraître pour des dégénérés. Attends, mais t'es en train de l'ajouter à ta liste là? Non. Que ce soit un autre isekai moisi qui rassemble tous les clichés possibles, ou encore un animé Digimon qui pour le coup a l'air vraiment cool et que j'avais vraiment pris soin de présenter dans cette vidéo, mais que j'ai dû supprimer parce qu'elle se faisait strike à chaque putain de fois à cause de la Toei. Bref, il y a encore pas mal de petites nouveautés à découvrir et que je vous mettrai en commentaire épinglé du coup. Mais pour l'heure, il est temps de découvrir les suites, parce que là aussi il y a de quoi faire. Bon, moins que cet été, mais il y en a quand même. Ouais, parce que cette saison commence directement avec la saison 3 de Spy X Family, et ça c'est une bonne nouvelle. Enfin, pour vous, parce que personnellement, j'ai pas regardé la saison 2 encore, donc bon. Quoi qu'il en soit, sachez que cette saison 3 sera la suite directe de la 2, logique, qu'il n'est pas nécessaire d'avoir visionné le film Code White pour la regarder, et qu'elle est prévue pour 13 épisodes. Du coup, rendez-vous le 4 octobre sur Crunchyroll. Autre gros retour cette saison avec la saison 6 de Kingdom. Alors, le problème, c'est que j'ai l'impression que personne n'a la vision sur cet animé, sérieux. Après, faut dire que bon, les premières saisons n'ont pas aidé à le glorifier, Mais bon, un jour je ferai une vidéo dessus pour faire comprendre que vous passez à côté d'un banger. Quoi qu'il en soit, cette saison 6 sortira le 4 octobre sur ADN et sera prévue pour un total de 13 épisodes. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin d'annoncer le retour de One Punch Man? Je crois que même celles et ceux qui regardent pas l'animé savent déjà que la saison 3 sort cet automne tellement l'animé a fait parler de lui. Alors oui, il y a des craintes qui ont été posées, il y a des attentes qui ont été imposées. Il faut dire que la saison 2, elle avait un peu tout pété malheureusement, et donc ouais, perso, je l'attends parce que j'aime l'esprit de One Punch Man, que ce soit de par sa comédie, son action, ses OST, donc j'espère que JC Staff parviendra à redorer le blason de l'animé et que l'histoire se recentrera un peu plus sur ce qu'on aime, mais bon, je vous avoue que j'ai quand même un très peu d'espoir. Enfin bref, quoi qu'il en soit, cette saison 3 est prévue pour le 12 octobre sur Crunchyroll, mais à noter que le 5 octobre, il y aura un épisode récap qui sortira, donc ça peut être bon de le visionner. Autre grosse annonce pour cette saison avec la saison ultime de My Hero Academia. Alors, je peux pas vous dire grand chose sur cette saison parce que personnellement j'ai énormément de retard sur l'animé. Je crois que la dernière saison que j'ai vue ça doit être la 5. Donc ouais, pas trop envie de me spoil, sachant que c'est la toute dernière saison. Je pense que je vais profiter de cette saison pour rattraper mon retard et parvenir à être à jour pour l'épisode final, histoire de vivre un peu la hype. C'est toujours sympa de vivre les derniers instants d'une série assez reconnue qui se termine. Enfin voilà, à la fois hâte de vivre ce moment et pas trop hâte non plus, sachant que j'ai au moins 4 saisons à rattraper quoi. Bref, quoi qu'il en soit, cette saison 8 est prévue pour le 4 octobre sur Crunchyroll. Autre retour cet automne avec celui de Ranma 1/2 qui revient pour une saison 2. Enfin, son remake, Et autant dire que je suis plutôt content, parce que même si dans tous les sondages que j'ai fait, Ranma n'a jamais atteint assez de popularité pour mériter une vidéo sur ma chaîne, bah personnellement j'avais vraiment kiffé ce remake. Et donc du coup, ouais, la saison 2 sera peut-être enfin l'occasion d'en faire une vidéo dessus. Quoi qu'il en soit, l'animé est prévu pour le 4 octobre sur Netflix. Alors, petite surprise qui fait très plaisir, parce qu'on parle pas d'une saison 2 à proprement parler, mais d'un épisode d'1 heure environ de Undead Unluck. Et cet épisode, il fera bien évidemment suite aux événements survenus dans la saison 1. Et ça fait très plaisir, je le répète. Parce que Undead Unluck fait partie de mes meilleures découvertes en termes de shonen bien bourrin, là. Et le voir revenir pour un épisode d'1 heure qui apparemment nous présentera un nouvel Uma, l'Uma Balance d'ailleurs, soit dit en passant, bah perso ça me hype. Retrouver Andy, retrouver Foucault et tout, non franchement c'est trop bien. Enfin bref, cet épisode est prévu pour fin 2025. Pas de date officiellement annoncée, donc va falloir attendre une annonce officielle. Et j'imagine que ça sera dispo sur Disney+, malheureusement. Autre retour très sympathique avec la saison 2 de Hero Skill. Petit isekai très chill, très sympathique, qui avait une saison 1 pas excellente, mais assez divertissante pour donner envie de regarder la saison 2. Donc ouais, perso j'ai hâte, et ça va être l'animé chill de la saison pour ma part. Quoi qu'il en soit, cette saison 2 est prévue pour le 7 octobre sur Crunchyroll. Alors là, énorme retour avec la saison 3 de To Your Eternity. Et franchement, que dire à part Peak Fiction? Genre vraiment, To Your Eternity, c'est juste une
pépite d'émotion. Et voir cette saison 3 qui apparemment adapte une nouvelle époque, beaucoup plus contemporaine, beaucoup plus moderne, non franchement j'ai beaucoup trop hâte. Pour vous témoigner mon niveau de hype, j'ai même pas lu le synopsis, ni même vu la bande-annonce pour ne rien me spoiler. J'aime beaucoup trop l'animé, et cette saison 3 sera clairement l'occasion de faire une vidéo sur le sujet je pense. Enfin bref, beaucoup trop hâte, et du coup rendez-vous le 4 octobre sur Crunchyroll pour découvrir ça. Autre grosse pépite de retour, encore une fois, avec la partie 2 de Uma Musume Cinderella Grey. Et franchement, que ça fait plaisir d'avoir une suite. Bon alors en vrai je fais genre, hein. Perso j'avais découvert l'animé au moment de ma vidéo saisonnière sur les animés du printemps, je sais plus, ou hiver. Je sais plus exactement, et du coup j'avais dévoré le manga. Alors non, j'ai pas vu l'animé, hein, mais j'ai vu des extraits, et je suis content de voir une adaptation aussi qualitative pour un animé de cette envergure, parce que quand j'ai dévoré le manga, j'ai découvert une histoire tellement qualitative, tellement plaisante sur divers aspects, que franchement, j'ai juste envie que cette histoire se fasse connaître du grand public. Bon, après je dis ça, mais j'ai toujours pas regardé Pretty Derby, hein, donc... Bref, regardez Cinderella Grey, ne jugez pas l'animé à sa couverture, parce que je vous garantis que Absolute Cinéma. Quoi qu'il en soit, cette partie 2 sera disponible à partir du 5 octobre sur ADN. Bon alors cette saison c'est aussi le retour de Kakureyo, que personnellement je ne connais absolument pas, donc je peux pas vous dire grand chose dessus, mais si vous kiffez cet animé, alors rendez-vous le 1er octobre sur Crunchyroll. Autre animé qui, bon, si vous le connaissez, détermine assez bien votre niveau de culture, hein, Tales of the Wedding Rings. Non, plus sérieusement, j'ai zéro intérêt pour l'animé, donc je peux pas vous dire grand chose, mis à part le fait que cette saison 2 est prévue pour le 4 octobre sur Crunchyroll. Cette saison, on aura également le droit à la partie 2 de l'animé Let This Grieving Soul Retire. Mais malgré que l'animé soit sur ma liste depuis la fois où je l'ai présenté dans une vidéo de saison, j'ai toujours pas démarré l'épisode 1, donc bon. Écoutez, je peux pas vous dire grand chose non plus sur cet animé encore une fois, mais bon. Rendez-vous le 4 octobre sur Crunchyroll si vous êtes un fan de la licence. Alors, cette saison on aura peut-être plus Grand Blue pour nous faire rire, et je sais que ça vous rend très triste, mais on aura Gintoki. Ouais, parce que cette saison c'est un spin-off de Gintama qui arrive. Alors, c'est vraiment un truc à part de Gintama, hein. Genre là on est vraiment dans une histoire parodique, ultra comique, à base de school life et de gros loubert. Et oui, Gintoki sera quand même au cœur du récit, mais cette fois en prof complètement barré. Et franchement, j'ai ultra hâte de découvrir ça parce que la comédie de Gintama, elle est légendaire. Entre les diverses parodies, entre les gags qui font mouche et que tu t'y attends pas, entre Gintoki lui-même et les autres personnages qui sont absolument génialissimes, que ce soit dans leurs expressions faciales, dans leur personnalité, dans leurs interactions entre eux. Non, franchement, c'est trop bien. Et j'ai trop hâte de découvrir ça, vraiment. Quoi qu'il en soit, si vous aussi vous êtes hypé par cette annonce, alors rendez-vous le 6 octobre, mais malheureusement pas de licence annoncée pour le moment. Blue Orchestra fait également son retour, et franchement, bah c'est une très bonne nouvelle. Alors, je dois dire que j'ai pas trouvé l'animé génialissime, hein, mais c'était tout de même une découverte très agréable pour les personnes qui aiment les animés de musique. Bon, après, je vous avoue que c'est juste que j'avais un peu de mal avec la 3D de l'animé au départ, mais au final, l'histoire était très sympathique, la romance agréable, et les musiques... Ah, je me souviens d'une reprise de Canon sous un soleil couchant, là. Ah, ça m'avait foutu les frissons, oui. Enfin bref, cette saison 2 sera la suite directe de la 1, et elle est prévue pour 21 épisodes, donc il y a de quoi faire, et sera dispo sur ADN. Bon alors, cette saison, on aura également la saison 3 de Noble Paysan, qui fera son retour, mais autant vous dire que j'ai jamais regardé un seul épisode. Je sais pas si je loupe un truc, j'en ai jamais entendu parler pour tout vous dire. Peut-être que c'est moi qui suis pas assez connecté, hein. Mais voilà, encore une fois, j'ai pas grand chose à vous dire dessus, mis à part que l'animé est prévu pour le 3 octobre sur ADN. Et enfin, on aura également le retour de Star Wars Vision, avec une saison 3 qui, encore une fois, adaptera 9 courts-métrages dans l'univers de Star Wars. Bon alors, il y a de bonnes idées hein, dans Star Wars Vision, comme de très très mauvaises malheureusement, mais c'est toujours cool à suivre pour un fan de la licence, donc ouais, ça se prend, même si bon, on va pas se mentir, c'est pas toujours facile d'être un fan de Star Wars en 2025. Bref, l'animé est prévu pour le 29 octobre sur Disney+, malheureusement. Bref, voilà ce qui conclut cette énorme vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle est un peu moins ambitieuse que d'habitude parce que j'avais pas totalement envie de la faire cette saison. Je dois vous dire que c'est pas une saison qui m'inspire beaucoup. Peut-être même que c'est pas une saison qui vous inspirera énormément non plus parce que en parallèle avec ce qu'on vient de vivre à l'été, c'est clairement le jour et la nuit. J'ai eu moins de motivation et moins de créativité pour celle-là, donc j'espère qu'elle vous aura quand même plu, j'espère qu'elle vous aura été utile, que vous aurez pu découvrir 2-3 petites œuvres quand même qui méritent peut-être qu'on s'y attarde, hein. Il y en a 2-3 que j'ai noté qui me donnent vraiment envie pour le coup, et voilà. Enfin bref, sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des bisous, et je vous dis merci. Merci d'être toujours au rendez-vous malgré la durée absolument interminable de ce genre de vidéo. Vraiment merci. Ciao.